Euh, et donc, ben voilà, je fais du développement personnel depuis 2005 maintenant. Et suite à un burn-out, eh bien, je me suis complètement reconverti professionnellement. Donc aujourd'hui, à travers cette entreprise que vous voyez qui s'appelle Jaya, eh bien, j'aide les personnes hypersensibles à remettre du sens dans leur vie, notamment pour les personnes qui ont fait un burn-out, qui ont vécu un burn-out, mais pas uniquement. Voilà, ça peut être toute personne qui cherche à se développer personnellement, qui est en transition de vie, qui cherche à remettre du sens dans la vie, dans sa vie et à vivre une vie plus alignée avec ses valeurs. Donc, on fait ça à travers cette entreprise, comme je vous disais, qui s'appelle Jaya. Et donc, on propose eh bien, des événements de développement personnel ben voilà, qui pour aider les hommes et les femmes à remettre du sens dans leur vie, comme je vous disais. Et donc, à travers des webinaires, des ateliers, des formations et du coaching. Je vois que Nathalie aussi connaît les familles d'âmes. Alors, Jaya, ça veut dire quoi? Eh bien, on a choisi ce nom qui vient de l'indonésien et qui veut donc dire victoire, qui symbolise voilà l'idée que la recherche de notre mission de vie peut nous aider à atteindre la victoire justement sur nous-mêmes pour une vie plus épanouie. Jaya, ça veut dire aussi Gaïa en grec, qui symbolise eh bien la déesse mère, la déesse de la terre, qui est donc le symbole de la bienveillance. Donc c'est un nom qui est rempli de sens. On a déjà fait ici une dizaine de webinaires justement et cette semaine, pour ceux qui écoutent la radio, qui sont en Belgique, eh bien, on passe sur Antipode tous les matins pour parler justement eh bien, du burn-out, de Jaya, des formations qu'on peut proposer en entreprise, des ateliers qu'on propose et de toute cette thématique autour de l'hypersensibilité. Alors, ce soir, nous allons accueillir une personne avec qui nous collaborons, qui s'appelle Séverine Fretter, qui vit en Guadeloupe actuellement. Et donc, Séverine Fretter, eh bien, elle est facilitatrice de guérison. Donc, elle est spécialisée dans la spiritualité et dans l'éveil de soi, dans la réalisation de soi. Donc, elle accompagne voilà, des personnes, justement, sur leur chemin vers une vie plus épanouie. Elle a beaucoup de belles choses à partager. C'est une personne qui a une très, très belle énergie, justement. Et ce soir, eh bien, elle va nous parler des familles d'âmes. Alors, est-ce que Séverine est déjà arrivée? Oui, je suis là. Ah, Bonsoir à tous. Séverine est là, d'accord. Bonsoir Séverine, bonsoir. Donc, bah, écoute, tu vas pouvoir prendre le partage de l'écran dans quelques instants. Yes. Je vais juste avant que tu arrives, eh bien, voilà, proposer, suggérer aux personnes qui sont ici ce soir, donc bah, Karine, Elena, Johanna, Nathalie, Muriel, Nicole, d'autres. Hop, je crois que c'est plus ou moins tout. Je vais vous proposer en fait bah, d'allumer votre caméra pour voilà favoriser un peu plus les échanges, pour que ce soit plus convivial entre nous. Je sais que souvent on n'aime pas trop mettre sa caméra, on aime bien rester caché, mais voilà dans nos valeurs en tout cas de Jaya et de Lux Anima parce qu'on fait c'est cette collaboration avec Séverine. On est vraiment dans l'humain, dans la bienveillance. Donc, c'est-à-dire que voilà, s'il y a des choses qui vont se dire ce soir, ben, ça va rester confidentiel. On va jamais aller partager ça en dehors d'ici. Et donc, on est vraiment dans un cercle, dans un cadre où, ben voilà, on est entre nous. Donc, c'est plus sympa de se voir. On ne force personne, bien évidemment, mais si vous savez le faire, c'est super. Séverine qui est en train de cuisiner, donc pas possible. Ok, sans plus tarder, eh bien, je vais laisser la parole à Séverine qui va nous parler justement des familles d'âmes ce soir. Séverine, tu peux, je pense, partager ton écran et je te laisse faire la suite. Merci beaucoup, Alex. Alors, je regarde pour partager, mettre ça convenablement en place. Et puis, je vais me présenter dans un petit instant. Alors, simplement, pour parler de moi très rapidement, de mon histoire, j'ai pas toujours été dans le développement personnel et la spiritualité. J'ai été orthophoniste désolée, j'ai l'habitude de dire orthophoniste maintenant que je suis en Guadeloupe, donc logopède, pendant un peu plus de 9 ans.
Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir être à l'arrêt pour cause, alors pas forcément de burn-out en tant que tel, mais pré-burn-out. Et l'arrêt le plus long que j'ai fait, c'était un mois complet qui allait se prolonger, mais est arrivé Covid juste derrière. Donc cette thématique du burn-out, je sais à quel point ça peut être douloureux, ça peut être fatigant de sentir un petit peu perdu, d'avoir le corps qui dit zut, qui dit merde, qui on peut plus, on ne sait plus comment là-dessus reprendre des choses. C'est pas toujours évident non plus de savoir comment ça se fait qu'on en est arrivé là et comment surtout faire pour que ça ne revienne plus. Parce que dans mon cas, eh bien, ça revenait d'année en année, ça revenait et à chaque fois de plus en plus fort, simplement parce que je voulais pas écouter ce qui n'allait pas à ce moment-là dans ma vie. Euh, et donc, c'est comme ça que progressivement, je suis rentrée dans le développement personnel, dans tout ce qui est spiritualité, et ce qui m'a amenée aujourd'hui à me lancer depuis déjà un peu plus d'un an dans ce domaine-là, en organisant majoritairement des événements. Donc, j'ai fait beaucoup d'événements en présentiel en Belgique pendant un an, et l'histoire de la vie m'a amenée ici en Guadeloupe parce que sur mon chemin de vie, c'est ici que je sens que je dois être pour le moment. Donc, je voulais vous présenter un petit peu le cadre. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'en Guadeloupe, à partir de midi, on dit bonsoir aussi. Donc, ça m'a pas trop désarçonné de vous dire bonsoir, même si c'est plus tout à fait, pas tout à fait la même heure ni la même luminosité. Alors, pourquoi les familles d'âme? En fait, moi, ça a vraiment été un point clé dans mon développement, ce qui m'a vraiment aidé à me connecter en fait à mon énergie, à moi et ne plus la perdre. Et encore aujourd'hui, je continue à vivre des choses qui me font vraiment approfondir et comprendre de plus en plus ce modèle de personnalité et à quel point il est riche pour nos relations à nous-mêmes, mais aussi avec les autres, et comment là-dessus ne plus tout le temps se fatiguer en fait. Donc là, ce soir, ce que je vais vous proposer, donc c'est une petite présentation qui va vous donner un aperçu du modèle. Je vais vous présenter aussi des petites techniques pour pouvoir aller expérimenter ça. Mais gardez en tête et avant tout que trouver sa famille d'âme, ça peut être un chemin qui peut être très long. On va très vite, je vais vous en parler dans un instant, on risque très vite de faire des raccourcis, de croire qu'on appartient à une famille d'âme alors que ce n'est pas sa famille d'âme, et ce pour plein de raisons, et c'est normal, on ne s'en fait pas, juste restez ouvert à vos ressentis, à ce que vous vivez, et si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est pas grave du tout. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris plusieurs mois. J'étais dans l'erreur. Et il y a, pour ceux qui ont vu le petit témoignage que j'ai publié, que j'ai partagé sur Facebook, eu la chance d'accompagner quelqu'un qui, lui, était dans le flou depuis déjà à peu près 4 ans. Donc, alors, c'est pas le cas. Séverine, excuse-moi, est-ce Oui, que tu peux juste allumer ta caméra, s'il te plaît, comme ça on te voit? on voit pas ma caméra. On voit Non. plus. J'avais pas coupé ma caméra. J'ai pas fait exprès. Je suis désolée, les gars, si j'avais coupé la caméra. Vous me voyez maintenant? Yes, on te voit, c'est bon. Ok, bien. Alors, super. Alors, donc au programme ce soir, c'est ça que j'avais un petit peu commencé à expliquer, c'est quelques règles par rapport à comment on fait pour trouver sa famille d'âme, parce qu'on fait très très vite des erreurs. C'est un modèle qui en soi est extrêmement simple une fois qu'on l'a compris. Et vous allez voir, on peut le rendre extrêmement complexe alors qu'en fait, il peut être très, très simple. C'est un modèle qui est extrêmement chouette et extrêmement amusant aussi. Donc, c'est un modèle qui s'expérimente, qui se vit. Et c'est progressivement avec les interactions des autres, les échanges, etc., qu'on peut aussi arriver à trouver sa famille d'âme. On en reparlera plus à la fin. Comme vous le voyez, je vais vous amener des clés pour trouver comment trouver votre famille d'âme. Donc, on va voir aussi à quoi ça sert, en fait, de connaître sa famille d'âme. À quoi ça sert aussi quand on est là-dessus dans une période de burn-out ou d'épuisement, de comprendre peut-être aussi le lien. Et je vais vous présenter là-dessus les 7 familles d'âmes. Donc peut-être que certains d'entre vous, j'ai vu, vous connaissez les familles d'âmes des CDS. On vous parle de 4 familles d'âmes. Vous allez voir qu'en fait, sur ces 4 familles d'âmes, il y en a 3 familles qu'on peut diviser en 2 sous-catégories parce qu'il y a des nuances. Ça marche? Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est si tout au long de mon intervention, vous avez des questions, notez-les bien sur un papier. Tout à la fin, on prévoira un moment d'échange si je n'ai pas été trop longue pour répondre à vos questions. Et j'espère en tout cas déjà vous apporter beaucoup d'éléments qui vont vous faire voyager à travers votre famille d'âme et votre énergie à vous. Alors. Est-ce qu'il veut bien me changer la vie? Ah voilà, donc quelques règles d'abord pour commencer. La première, c'est bye bye mental. Alors ça, c'est la première erreur que énormément de gens font quand ils entendent parler du modèle des familles d'âme, c'est qu'on va chercher sa famille d'âme avec le mental. C'est-à-dire que vous allez avoir
un tas d'informations qui vont vous venir. Vous allez vous reconnaître ou pas dans certaines catégories. Vous allez commencer à réfléchir sur un tas de choses et vous allez vous dire, ah, mais je dois être de telle famille d'âme. Le truc, c'est que quand on cherche avec son mental, trois quarts du temps, même plus que trois quarts du temps, bien souvent on se trompe et on trouve ce qu'on appelle une famille d'adoption. J'approfondirai pas le thème de la famille d'adoption aujourd'hui, on n'aura malheureusement pas le temps, mais on risque de tomber sur une famille d'adoption. Et je vais vous expliquer dans un petit instant aussi pourquoi, peut-être un petit peu plus tard, comment est-ce qu'on fait pour distinguer et trouver là-dessus sa vraie famille d'âme. Donc on se laisse aller en fait à ses ressentis. Ces ressentis, c'est pas le mental, c'est pas le mental qui analyse, c'est qu'est-ce que je sens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens dans les émotions, qu'est-ce que ça suscite en moi. Pour ceux qui sont plus avancés dans tout ce qui est sensations subtiles, et si vous êtes hypersensible, vous avez cette faculté qui est déjà très développée de sentir au niveau des énergies subtiles qui nous entourent, vous avez déjà cette faculté de sentir davantage les familles d'âmes. Les personnes qui sont là-dedans, qui sont dans le domaine énergétique, quand ils ont compris le modèle et qu'ils ont compris c'est quoi l'énergie de chaque famille, ils reconnaissent quasi instantanément la famille d'âme de quelqu'un sans qu'ils ne la connaissent depuis forcément 10 ans, contrairement à d'autres modèles de personnalité. J'ai oublié de préciser que le modèle que j'avais présenté, c'était celui de Diane Leblanc et non pas celui de Marie-Lise Labonté. Et je vais vous expliquer dans un instant aussi pourquoi j'aime bien ce modèle-là. Alors, la deuxième règle que j'aime bien mettre, c'est moi qui sais. Ça veut dire, vous savez pour vous-même quelle est votre famille d'âme. C'est pas moi qui vais vous la dire. Personnellement, moi, je refuse de donner sa famille d'âme à quelqu'un ou de donner mon avis pour plusieurs raisons. D'abord parce que je considère que c'est votre parcours à vous, c'est votre chemin à vous et de vous laisser votre souveraineté, de trouver votre vérité, celle qui va vous convenir. Et si vous devez, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, être entre guillemets dans l'erreur de la famille d'âme, d'être dans une mauvaise famille d'âme ou de vous identifier à une mauvaise famille d'âme, entre guillemets, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre apprentissage, tout simplement. Donc c'est déjà une première raison. La seconde, c'est que tout le monde a ses vérités. Et il y en a plein qui vont venir vous dire, ah ouais, je suis sûre que toi tu es de telle famille d'âme, ah oui, je suis sûre que toi tu es de telle famille d'âme, parce qu'en fait, ils le voient à travers leur filtre à eux, à travers leur ego, à travers leur vie, à travers leur ressenti à eux. Mais vous, comme moi, comme eux tous, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous nos filtres de vie à nous. Et en plus, nous avons tous cette faculté d'être humain et de nous tromper. Et donc, le truc, c'est que si quelqu'un vous donne une famille d'âme, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et que cette personne se trompe, vous risquez d'être dans l'erreur pendant un long moment et d'être induit en erreur parce que Séverine, qui présente le modèle des familles d'âme, fait figure d'autorité, donc elle doit avoir raison. Donc, partie du principe que je n'ai pas raison. Expérimentez, vivez les choses et trouvez vos vérités à vous. Ça, c'est quelque chose sur lequel je tiens à mettre un point d'honneur parce que j'ai vu des personnes être bloquées parce qu'on leur disait, c'est ça ta famille d'âme. Et la dernière raison, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre c'est quoi leur famille d'âme. Ma famille d'âme à moi, c'était les méchants. Dans ma tête, c'était les méchants à l'époque où j'ai découvert le modèle et je voulais pas du tout faire partie de ça. C'était hors de question. Je ne veux pas faire partie de cette famille d'âme-là parce que la part obscure, entre guillemets, de ma famille d'âme, j'en voulais pas. Donc parfois, on n'est juste pas prêt à l'entendre et donc ça fait que nous renforcer dans une position de non, non, je suis pas ça, je suis pas ça, laissez-moi tranquille avec ça. Et parfois, on a envie d'appartenir à une famille parce que ça a l'air d'être sympa d'être chez les passeurs ou d'être chez les artisans de la paix, c'est des gentilles histoires. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a envie de l'être qu'on l'est. Et vous allez voir un petit peu avec le modèle les nuances. Alors, aucun raccourci, aucune généralité. C'est-à-dire que très souvent, une autre erreur qui est faite, et ça rejoint la règle numéro 1 avec le mental, c'est que vous allez entendre des caractéristiques et vous allez vous dire, j'ai cette caractéristique-là, cette caractéristique-là, alors forcément, j'ai cette famille d'âme-là. Là, c'est le mental qui analyse. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé et qui a un bruit de vaisselle. Si elle pouvait couper son micro. Merci. Euh, Et donc, aucun raccourci, donc on ne va pas trop vite il y a quelques points qui me correspondent, donc je suis cette famille d'âmes-là, et on exclut le reste. Gardez en tête que ce sont des tendances, ce sont des fonctionnements entre guillemets généraux, mais c'est pas, il ne faut pas forcément tout cocher d'un coup pour dire c'est cette famille d'âmes-là. Et ce n'est pas, on peut avoir des caractéristiques de toutes les familles d'âmes en nous, et même, c'est pas qu'on peut avoir, c'est qu'on les a.
C'est comme vous allez le voir, le modèle est basé sur une certaine théorie qui va vous montrer qu'en fait, on a toutes les énergies en nous. Et donc, aucun raccourci, aucune généralité. Juste prenez les infos, sentez ce qui vous parle et on essaye de pas trop analyser et à un moment donné, les choses vont finir par venir d'elles-mêmes. Donc, je ne cherche pas à rentrer dans une famille d'âme à 100%. On a toutes ces énergies-là en nous. On va tout avoir, des caractéristiques à gauche, à droite, etc. etc. J'ai souvent entendu, même encore hier, quelqu'un qui me fait un vocal. Ah, mais moi, je dois être un mélange entre passeur et structurant. C'est pas exactement ça, c'est-à-dire que tu appartiens à une famille d'âmes, mais tu es capable d'utiliser les autres énergies et c'est génial et c'est parfait et c'est vers ça qu'on a envie de tendre. C'est de pouvoir utiliser toutes ces énergies-là, mais sans s'épuiser. Alors, est-ce que tout va bien jusque-là? Dites-moi en chat. Pendant ce temps-là, je continue à avancer dans mes petites explications du modèle. Alors, à quoi ça sert? Alors, je vois qu'il y a des messages qui arrivent, mais ils ne m'actualisent pas. Voilà. Yes, merci, tout va bien. Super, je continue. Vous le dites si jamais il y a un truc qui ne va pas. Et vous notez bien vos questions. Alors, à quoi ça sert de connaître sa famille d'âme? Ça sert à plusieurs choses. Déjà, à mieux se connaître. Donc, on parlait de burn-out. Et qu'en fait, quand on est dans le burn-out, on est dans l'erreur, on est en train de s'épuiser. On fonctionne selon des énergies qui ne nous correspondent pas, selon des modèles de fonctionnement qui ne nous correspondent pas. Et en fait, tout ça, ça nous épuise. On prend dans nos réserves, on prend dans nos réserves, on prend dans nos réserves, et ça ne nous réussit pas. Et donc, déjà, ça nous permet de mieux nous connaître. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on s'énergise? Quels sont les travers dans lesquels on risque de rentrer? Qu'est-ce qui va me permettre vraiment de me ressourcer. Tiens, mais là-dessus, quand je suis en burn-out et que je suis en remise en question par rapport à mon métier, eh bien, vers quel type de métier je pourrais aller? Il y a des métiers qui vont avoir plus vite tendance à se prêter à certaines familles d'âmes que d'autres. Et parfois, c'est pas le métier, c'est la manière dont on va faire, dont on va exercer notre profession. Donc, on peut faire tous une même profession, mais on va le faire différemment en fonction de l'énergie qui est la nôtre. Et c'est très bien comme ça, et c'est génial. Et alors, mieux connaître les autres aussi, j'oubliais, parce que ça nous permet de mieux interagir. J'ai par exemple une amie dont je suis très proche, qui on n'appartient pas à la même famille d'âmes, et ça nous permet vraiment, le fait de nous connaître, moi de savoir que je risque de prendre un peu trop de place, d'être un petit peu trop brusque, mais elle, ça ne lui convient pas. Donc, comment je fais moi pour rester dans mon énergie, tout en respectant son énergie à elle? Et elle sait qu'elle n'est pas du genre à aller, on va dire, les choses cash et directes, mais avec Séverine, il faut que ça fonctionne comme ça. Si je ne lui dis pas les choses cash et directes, ou pas suffisamment franchement, ben, je vais un petit peu me faire écraser. Donc voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir mieux comprendre comment la personne interagit, de pouvoir rester fidèle à soi et d'aller à la rencontre de l'autre là où il est, en fonction de comment il fonctionne, mais toujours, j'insiste, sans s'oublier. Donc là-dessus, les meilleures relations à soi et aux autres, c'est ce que je disais. Une meilleure communication. Parce qu'à ce moment-là, on peut mettre davantage des mots plus justes. Il y a un message que vous voulez faire passer. Vous n'allez pas le faire passer de la même manière si vous vous adressez à un bâtisseur, un artisan de la paix, un structurant ou un passeur. Et même au sein des bâtisseurs, quand on peut leur dire les choses cash, un bâtisseur rouge, on ne va pas s'adresser à lui de la même manière qu'un bâtisseur orange. Et donc, à partir du moment où on comprend quelle est sa famille d'âme et de comment on a besoin qu'on communique avec nous, on va pouvoir l'exprimer. Et quand on connaît la famille d'âme des gens, on sait là-dessus, comme je le disais, comment ils peuvent s'exprimer. Donc, ça permet là-dessus des communications qui sont beaucoup plus fluides. Et ensuite, on va se connecter à son énergie et non pas à celle des autres. Alors, je suis en préparation, mais ça ne vient pas encore pour le moment, ça viendra à un moment donné, où je voudrais parler notamment de tout ce qui est les jeux de pouvoir dans lesquels on a tendance à rentrer, nous, entre humains, dans les relations. Vous savez, ce triangle de Cartman avec les bourreaux, victimes, sauveurs. Et en fait, comment ce modèle peut nous permettre de sortir de ces jeux-là. Parce qu'en fait, quand on rentre dans ces rôles-là, pour faire simple, on a tendance à aller chercher l'énergie chez les autres au lieu d'aller la chercher en soi. Connaître sa famille d'âme, c'est connaître une manière de s'énergiser soi-même, en fait, et sans aller empiéter sur ce que je vais dire, appeler le terrain des autres. Et donc, à partir de là, on est autonome, on n'a plus besoin, et indépendant, on n'a plus besoin des autres, on a vraiment que soi pour nous ressourcer, besoin que de nous, et peu importe où on va pouvoir s'énergiser à tout moment en fonction de nos besoins.
Ça nous permet là-dessus une vie plus alignée et plus fluide, simplement parce qu'on est d'abord fidèle à soi-même, fidèle à son fonctionnement, fidèle on s'écoute davantage. Et à partir du moment où on sait quelle énergie on doit utiliser, ça va tout seul, que ce soit dans la résolution de conflits, que ce soit au niveau commercial, par exemple, dans la vente de ce qu'on fait, que ce soit dans la manière dont on va faire tel ou tel sport, par exemple. Ça va amener plus de fluidité quand on est dans son énergie. Et donc, plus d'énergie au quotidien. Parce que comme on n'est plus tout le temps en train de jouer sur les énergies qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on est vraiment connecté à soi, ben, on perd moins d'énergie et donc ça va mieux. Et donc, pour toutes ces problématiques du burn-out, eh bien, on n'est plus tout le temps en train de se fatiguer avec un fonctionnement qui n'est pas le nôtre, qui ne nous correspond pas. Et comme on ne s'épuise plus et qu'en plus, on sait comment s'énergiser si on sent qu'on s'épuise, eh bien là, on limite vraiment le risque de replonger en burn-out. Est-ce que c'est good jusque-là? J'ai un petit jeu pour vous. On va vous mettre un petit peu en action. Yes. Alors, j'ai un petit jeu à vous proposer. Soit vous avez de quoi noter, soit vous le faites de tête comme vous le sentez, mais sinon vous trouvez un petit point de feuille et un petit stylo et vous notez ça. Je vais vous présenter là-dessus les 4 familles principales et je vais vous donner 20 caractéristiques et je vais vous laisser 2 minutes, ça va aller vite, 2 minutes pour relier les caractéristiques à chaque famille d'âme. On est d'accord, comme je l'ai dit en début de séminaire, une caractéristique, c'est une caractéristique qu'on va retrouver principalement dans cette famille d'âme-là. On peut la retrouver éventuellement dans d'autres familles d'âme, mais en tout cas, c'est bien plus caractéristique à certaines familles d'âme, comme on va le voir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Merci Séverine. oui, il faut le soutien. Entre Séverine. En plus. Voilà. Ok, je lance le jeu, les amis. C'est parti. Allez, plus que 30 secondes. Ok, time, ça fait 2 minutes. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de partager peut-être dans le chat les solutions que vous avez pu trouver. Donc, par exemple, vous dites pour bâtisseur, moi j'ai trouvé, je sais pas, j'invente H, N, P, S et T, par exemple. Vous me partagez ça. Pour artisan de la paix, vous pensez que les caractéristiques qui correspondent, c'est les points F, B, M, Q, R, par exemple. Partagez-moi un petit peu dans le chat pour déjà avoir une idée de quelles sont vos connaissances, si vous connaissez déjà, ou vos intuitions, si vous ne connaissez pas encore le modèle.
Même si vous n'avez pas tout, hein. Alors, on a Gaël qui nous propose pour bâtisseur, fonceur, monde physique, leader, action. Alexis a l'air d'être assez d'accord. Anne aussi. Continuez à écrire aussi ceux qui ont déjà répondu. Ah voilà, Nathalie, elle a mis aussi. Euh, donc monde mental aussi pour les bâtisseurs. Alors, je regarde un petit peu rapidement. Bâtisseur organisé, fonceur, monde physique, action. L'autre Nathalie. Alors, la première Nathalie pour les artisans de la paix, on est plutôt sur stratégique, contemplation, monde émotionnel, ancrage et discret. Alors là, ça continue à répondre. Attends. Ah, chouette Séverine, tu fais travailler ton coloc en même temps. Tu lui souffles pas les réponses, parce que je sais que tu connais bien le modèle. Alors, il y a Alexis qui propose pour artisan de la paix discret, contemplation et le thé. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi il y a un truc devant, donc je ne sais plus ce que j'ai mis. Rassembleur, voilà. Alors, proposer peut-être aussi quelque chose pour tout ce qui est structurant et passeur, pour avoir une idée. Et puis, dans les explications, vous allez avoir vos réponses au fur et à mesure. Alors, pour les structurants, Elena nous propose communicant, monde physique, vérité, le sens. Alors, là où Séverine propose enfin, connexion, donc j'imagine que c'est toujours le colocataire. Donc, connexion, communicant, ancrage, leader, sens et monde mental. Ok, je vois un petit peu les idées que vous avez. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu dans les explications pour commencer à avoir les réponses à ces questions-là et voir un peu plus en détail les familles. Alors donc là, ici, vous avez donc 4 grandes familles d'âmes. En fait, ça correspond aux 4, on va dire, les 4 dimensions de l'être, qui sont le monde physique, le monde émotionnel, le monde mental et le monde spirituel. Donc par monde spirituel, c'est le monde des croyances. Le monde mental, on est dans le monde des pensées et des stratégies. Le monde émotionnel, comme son nom l'indique, c'est les émotions. Et le monde physique, c'est tout ce qui est le matériel, le monde matériel dans lequel on vit, vraiment ce qui est perceptible par nos 5 sens. Et comme on va le voir, en fait, il va y avoir pour les bâtisseurs, les artisans de la paix et les structurants, il va y avoir en fait 2, on va dire, sous-familles. L'une qui aura une énergie plus yang, donc plus masculine, plus dans l'action, et une énergie plus yin, qui sera plus calme, qui sera plus réservée, qui sera un peu plus émotionnelle. Ce qui permet en fait d'apporter certaines petites nuances, surtout quand on hésite entre les familles d'âmes. Il y a parfois des familles comme ça qui sont très très proches, alors qu'en fait, il y a des petites nuances à apporter qui font la différence. Je m'excuse si vous me voyez faire des petits gestes comme ça, mais il y a beaucoup de petits insectes qui volent par ici. Alors, en fait, pourquoi ce modèle il est intéressant? C'est qu'en fait, les 7 familles d'âmes sont reliées à chacun des 7 chakras. S'il y a quelqu'un dans le chat qui ne connaît pas encore ce que c'est que les chakras, il peut le dire et je prends un instant après ça pour expliquer. Le temps que cette personne se manifeste, si jamais il y en a une, je poursuis. Mais donc, l'idée, c'est que donc, chaque chakra correspond à une énergie différente. Et donc, quand on cherche sa famille d'âme, on cherche en réalité ce qu'on appelle son chakra gouverneur. C'est-à-dire qu'on a, comme je vous l'expliquais, toutes ces énergies-là en nous. On a tous besoin que toutes ces énergies-là soient équilibrées et puissent être utilisées quand c'est le bon moment. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir un chakra qui va un peu être comme une porte d'entrée.
si vous voulez, vers soi, vers son énergie et vers là-dessus, comment est-ce que je peux vraiment, moi, m'énergiser, être en pleine énergie, alors que d'autres chakras vont plutôt avoir tendance, quand je les utilise trop, à m'épuiser. Et par exemple, je vais trop utiliser le chakra du troisième œil ici, et donc ce qui va avec ce chakra-là, je suis trop épuisée. Pour moi, dans ma famille d'âme, comment je vais m'énergiser? Ah ben, je sais que ma famille d'âme, c'est lié à tel chakra, à tel autre chakra. Dans mon cas, c'est le chakra sacré. Eh bien, à ce moment-là, ben, comment est-ce que je peux m'énergiser via ce chakra-là, en fait? Alors, je voyais un nouveau message. Je regarde. Ça défile pas chez moi, donc je m'excuse si jamais je vois pas tout de suite vos messages. Ah non, c'est Passeur qui est arrivé. Donc, a priori, vous connaissez tous les chakras, donc je ne m'arrêterai pas davantage là-dessus. Alors, nous avons en fait. Séverine, Oui, excuse-moi, oui, je ne les connais pas et j'utilise la tablette de Lisa et je ne sais absolument pas comment on fait pour arriver au chat. d'accord. Merci, Désolée. merci Nathalie. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est que les chakras. Ça fera un petit rappel pour d'autres. Les chakras, en fait, en sanskrit, ça veut dire des roues d'énergie. Donc, ce sont des points d'énergie qu'on a dans le corps qui sont, comme tu peux le voir, alignés en fait tout le long de la colonne vertébrale et qui correspondent à différents types d'énergie qui vont être liés à différents types d'organes, qui vont être liés à différents types d'émotions, tendances émotionnelles ou blessures ou quoi qui peut arriver. On peut aussi les relier aux différents éléments. Et en fait, l'idée, c'est que ces chakras-là, donc, sont des points d'énergie et donc on va pouvoir les débloquer pour que l'énergie circule en nous. Et quand l'énergie circule en nous, à ce moment-là, on laisse les choses aller, c'est fluide, c'est facile. Et donc, on se sent mieux par rapport à ça. Donc, ce sont des points qui sont importants de soigner et d'équilibrer. Donc, on peut avoir tendance à être beaucoup trop avec des chakras qui sont parfois trop ouverts, d'autres qui sont trop fermés. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller retravailler sur cet équilibre par rapport à ces points d'énergie. Donc, Nathalie, tu me redis si jamais tu veux plus d'explications, tu t'envoies un petit message dans le chat ou bien tu reprends le micro si tu n'y arrives toujours pas, ou tu réveilles Lisa ou embêtes Lisa si jamais. Donc, les bâtisseurs, la réponse, les bonnes réponses, en fait, mon petit jeu. Donc, il y avait les FHJKN. Alors, comme j'ai évidemment été très, très organisée parce que ça fait absolument pas partie de ma famille d'âme, j'ai bel et bien ma solution pas sous les yeux. Donc, il y avait fonceur, il y avait l'action, il y avait le monde physique, il y avait le leader et il y avait, le dernier, c'était l'ancrage. Donc, en fait, les bâtisseurs, ils sont vraiment venus pour expérimenter le monde physique. Ils sont vraiment là pour ça. Donc, on est dans tout ce qui va être les besoins du corps, dans tout ce qui va être les besoins matériels et expérimenter vraiment tout ce monde dans lequel on vit, qu'on peut palper, qu'on peut sentir, qu'on peut voir. Ils sont vraiment venus pour ça, pour les besoins primaires. Et eux, en fait, ils sont venus dans cette vie pour pouvoir bâtir, en fait, le monde nouveau. Donc, ce sont des leaders nés. Eux, ils sont là pour mettre en action. Donc, ils ont une idée et ils vont foncer. En général, c'est des gens qui avancent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Limite, parfois, ils devraient prendre le temps de s'arrêter et réfléchir avant d'agir. Mais ils avancent. Ce sont des gens qui peuvent être là-dessus, être très cash, qui peuvent être très directs, qui peuvent être très francs, parfois trop. Ce sont des gens qui sont souvent pleins d'énergie et qui peuvent avoir très vite tendance à ne pas écouter leur corps et à en faire de trop. Euh, Ce sont des personnes qui là-dessus vont s'énergiser justement par tout ce qui va être le monde physique. Donc les massages, c'est des choses qui vont les énergiser. Tout ce qui va être le fait de faire du sport, surtout certains sports plus durs, plus intensifs. Les sports de combat, par exemple, on va retrouver énormément de bâtisseurs dans tout ce qui est sport de combat. Euh, ils vont aimer se ressourcer avec la nourriture, avec le contact avec la nature, mais vous allez voir, ça ne va pas être le même contact avec la nature que pour un passeur, par exemple. On va aimer être en nature, mais on va aimer marcher dans la nature, on va aimer grimper dans les arbres, on va aimer faire des cabanes, on va aimer imaginer, créer plein de choses, mais on ne va pas forcément se dire on va se poser, s'asseoir et se connecter, et on est bien dans la nature. Ce sont des gens qui peuvent avoir tendance à passer très vite dans la colère quand ils sont en situation conflictuelle. Ce sont des gens qui, là-dessus, dans ce triangle de Cartman, peuvent vite avoir tendance à prendre ce rôle de bourreau. Euh, voilà un petit peu en gros, le descriptif des bâtisseurs.
Et on va en fait avoir on va avoir deux sous-familles, donc les bâtisseurs rouges et les bâtisseurs oranges. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Eh bien, les bâtisseurs oranges, comme ils sont d'un côté plus yin, ils ont beaucoup moins confiance en eux que le rouge. Donc là, il y a une première, par exemple, pour ceux qui rejettent leur famille de bâtisseurs ou qui ne se reconnaissent pas dans les familles de bâtisseurs alors qu'ils le sont, c'est parce que parfois, on caricature trop sur le bâtisseur rouge, fonceur et têtu, et il avance, il avance, il avance, alors il existe des bâtisseurs qui sont plus modérés, qui vont être beaucoup plus dans écouter aussi les besoins des autres, qui vont être beaucoup plus émotionnels et connectés à leurs émotions que les bâtisseurs rouges où c'est on avance voilà, ils sont éventuellement drivés par la colère, mais ils ne sont pas forcément conscients ou pas aussi conscients de toutes leurs émotions. Les bâtisseurs orange auront beaucoup plus besoin de temps pour eux, avec eux-mêmes et seuls. Là où le rouge, bah lui, être en sociable avec le monde, c'est génial. Le rouge, quand il va vouloir faire avancer un projet, lui, c'est un petit peu le moteur des projets, hein, c'est celui qui fait avancer n'importe quel projet, c'est lui qui le fait avancer. Le rouge, c'est on fonce. Peu importe si on suit ou on ne suit pas. Le orange, c'est avant d'y aller, est-ce que tout le monde sait bien ce qu'il a à faire? Tout le monde sait bien ce qu'il a à faire, super, alors on y va. Et c'est lui qui donne l'impulsion au groupe. Donc, ce sont des gens qui sont pleins d'énergie en règle générale et ce sont des leaders nés en fait. C'est très naturel pour eux. Le orange aura plus de mal à accepter en fait cette place de leader parce qu'il aura peur il manquera de confiance en lui. Il aura peur de ne pas savoir bien faire ou de ne pas suffisamment le faire ou que les gens ne s'y retrouvent pas ou ne se retrouvent pas à la bonne place dans le projet. Mais eux, ils sont vraiment à leur place et à leur juste place quand ils doivent gérer une équipe et on avance et on fait avancer le projet. Leur objectif, c'est vraiment ça. Les artisans de la paix. Les artisans de la paix, donc j'essaie de me rappeler là-dessus les mots que j'avais mis. On était avec le monde émotionnel, comme je l'ai dit. Ce sont des rassembleurs. Eux, ils sont là en fait pour rassembler les gens. Ils sont là vraiment pour cette vie en communauté, parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc les artisans de la paix, eux, c'est leur rôle. Donc on a le bâtisseur qui est en mode, moi je vais faire avancer un projet, et l'artisan de la paix, c'est cool, on va se rassembler autour de ce projet-là. En gros, c'est eux qui font ça. C'est eux, par exemple, qui dans les sociétés vont passer tout leur temps entre les portes pour s'assurer que tout le monde va bien. C'est des gens qui vraiment adorent s'assurer que les gens se sentent bien, qu'ils aillent bien. Et ce sont des gens là-dessus extrêmement sociables. Ça, c'est une des autres réponses. Des gens qui sont vraiment très, très sociables. Ce sont des soleils. C'est vraiment, on les voit. Vous voyez ce que c'est les bébés sourires? Eh bien, les bébés sourires, ce sont des artisans de la paix. On les voit, on ne peut que se sentir bien. C'est, voilà, on les voit, on sourit. Et moi, de temps en temps, j'en croise et j'arrive pas à les regarder dans les yeux. Un artisan de la paix qui est aligné dans son énergie d'artisan de la paix, j'ai parfois du mal à le regarder dans les yeux tellement je suis éblouie en fait. Et tellement ça fait plein d'amour, plein d'amour. Et ça me désarçonne un petit peu. Donc là, hop, je me réancre en tant que bâtisseuse. Oui, j'avais oublié là-dessus l'ancrage pour le bâtisseur, comme il est dans le monde physique. C'est des gens qui sont souvent plus ancrés, ça se voit dans leur posture. Et donc, hop, je me remets dans mon ancrage. Et là, à ce moment-là, je peux de nouveau regarder l'artisan de la paix. Alors, les artisans de la paix, ce qui va leur ressourcer, c'est principalement en fait le contact avec les autres. Alors là, on va avoir deux différences. On va avoir des différences, pardon. On a les jaunes qui eux sont vraiment des bouts en train. Ils sont très dynamiques, ils sont très joviaux. C'est des gens qui vont adorer organiser des fêtes, mais pas dans le but de on mène un projet et on avance, mais dans le but de on a envie de rassembler et de s'amuser et de faire la fête. Ça, c'est vraiment l'aspect des jaunes. Et eux, ils sont là vraiment davantage pour l'harmonie. Là où les verts sont beaucoup plus pour l'amour. Et eux, ben, ils sont beaucoup plus discrets. Ils vont aimer que les gens se rassemblent et puis ils vont être là dans un coin, ils vont regarder, tout le monde se passe bien, tout le monde va bien, eux ils sont là, ils sourient, ils sont bien. Et il leur faut rien de plus en fait à leur bonheur. Ils sont vraiment beaucoup plus discrets que les jaunes. Eux, ils peuvent avoir tendance à beaucoup trop se positionner en victime. Ils vont faire beaucoup de choses pour les autres et s'oublier. Et puis, ouais, mais on m'a encore oublié. Mais c'est pas ma faute, moi. Il m'arrive toujours ci, il m'arrive toujours ça. Ils vont avoir vraiment tendance, beaucoup plus que les autres familles, à tomber dans ces rôles-là. Alors, troisième catégorie de famille d'âmes, les structurants. Alors, les structurants ou les visionnaires, selon les auteurs,
Les structurants, ils sont là pour expérimenter le monde mental, donc le monde des stratégies. Ce sont des gens qui sont organisés, qui sont structurés et qui sont tout le temps à la recherche de vérité. Donc c'est là qu'on va retrouver énormément de scientifiques, par exemple, et énormément d'enseignants, parce qu'on va retrouver notamment les structurants du chakra de la gorge, donc les structurants bleus, qui eux vont beaucoup être dans la communication, donc ce sont des très bons communicants, et où ils vont utiliser les mots justes, les paroles justes, les phrases justes et précises, tant qu'être dans leur structure, c'est structuré jusque dans la parole, évidemment. Euh, et, euh, et donc, eux sont des très bons communicants, mais ils sont aussi très bons pour l'écoute, parce que ce chakra-ci est aussi relié aux oreilles. Et donc, ils écoutent et ils entendent énormément de choses. Et les structurants indigos, donc du troisième œil, eux, ils vont être aussi dans cette recherche de vérité, mais vraiment dans la partie beaucoup plus recherche. C'est des gens qui vont être de nouveau beaucoup plus discrets, beaucoup plus dans leur coin. Et d'ailleurs, quand eux sont sont en retranchement, quand il y a entre guillemets un moment de crise, ils vont aller se ressourcer dans leur coin, dans leur petite grotte, en mode ouais, je vais me ressourcer en regardant une vidéo scientifique sur ça. Tiens, la physique quantique, ça a l'air intéressant. Tiens, c'est quoi la loi de l'attraction avec terrestre avec Newton, la pomme qui tombe. On va aller préciser ça. Tiens, mais en fait, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Ah, mais je vais regarder dans la littérature scientifique ce qu'ils en disent et je vais trouver mes réponses ou je vais mener mes expériences scientifiques. Donc là, les structurants, en fait, ils vont vraiment se ressourcer par tout ce qui va être organiser le monde. Eux, ils sont vraiment venus pour ça, c'est organiser le monde et transmettre toutes les connaissances qu'ils vont pouvoir trouver. C'est des gens qui peuvent paraître a priori assez froids, assez distants. C'est pas ceux que j'ai envie de prendre dans mes bras à première vue, quoi. Autant les artisans de la pêche, je les vois, ça fait tu me fais un câlin, j'ai trop envie d'amour. Autant le structurant, ça fait bon, attends, reste un petit peu loin. Et limite, s'ils font un câlin, vous voyez ces petits câlins un petit peu à distance, là, comme ça, oui, oui, je vais te faire un câlin, tu veux, mais ça dure 3 secondes et demie, même pas. Et, et on va pas aller plus loin, s'il te plaît. Ça, c'est les structurants. Comme je le disais, ils se ressourcent beaucoup dans l'organisation. Donc, c'est des gens qui vont aimer. Alors, moi, j'aime bien quand c'est rangé, mais je déteste mettre à l'ordre. Par exemple. J'ai déjà rencontré des structurantes qui adoraient prendre leur agenda, mettre des couleurs partout, organiser leur journée. Ils se sentent bien quand tout est organisé, paramétré, millimétré. Et donc, eux, dans leurs projets, ils sont plutôt ils sont dans les projets. Donc, le bâtisseur, lui, on fait avancer le projet. L'artisan de la paix, on trouve du monde. Le structurant, c'est OK, les gars, vous êtes mignons. Mais vous savez qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a des fonctionnements, vous avez les assurances. Est-ce que vous avez pensé à telle information? Et eux, ils sont là en fait pour ça, pour donner vraiment le cadre et la structure au projet. Et c'est des gens qui ont l'air assez coupés de leurs émotions. C'est pour ça aussi le côté froid qu'ils peuvent dégager, c'est ils sont pas forcément toujours conscients de ce qu'ils ressentent, ou en tout cas, ils ne le montrent pas. Donc, un structurant qui est triste, ça ne se voit pas. J'ai un cousin qui, je me souviens, ça m'avait très fortement marqué à l'époque, quand on a enterré son frère. Lui, il a pu lire vraiment le discours de la famille, aucune émotion. Et lui, il a pu le faire. Mais justement, parce que ça fait partie aussi de ses forces à ce moment-là. Mais lui, il a pu le faire. Les autres en étaient incapables. C'est pas la même famille d'âme. Et lui, c'est vraiment une caricature entre guillemets du structure. Et la dernière famille, ce sont les passeurs. Ah, il y a la dernière lettre qui n'est pas alignée. Je n'avais pas fait attention, désolé les amis. Donc les passeurs, ils sont là pour le monde spirituel, le monde des croyances. Ils sont là pour faire la connexion. Donc c'est à eux qu'on attribue la connexion avec soi, avec les autres, avec le monde dans lequel on vit, la nature, avec le monde invisible aussi. Et pour ceux qui y croient, avec le monde, entre guillemets, de l'au-delà, avec les entités, avec les esprits, avec les anges, les archanges, voilà, en fonction de vos croyances, ben, certains vont être connectés comme ça aussi. Les passeurs, ce sont des gens, en général, ils sont assez discrets. Et quand un passeur est aligné, on le reconnaît comment? Il a quelque chose de très haut comme ça, comme si, contrairement au bâtisseur pardon, qui est ancré dans le sol, lui, on a l'impression qu'il flotte. Mais vraiment, il marche et on a l'impression que
qui flotte, qu'il est un peu comme ça dans les airs. Limite, il n'a pas ses talons qui touchent le sol. Pour certains, c'est assez saisissant. Ce sont des gens qui ils avancent dans un mouvement assez fluide, léger et lent comme ça. Et c'est des gens qui adorent la contemplation. Donc, eux, ils peuvent s'énergiser en restant des heures dans la nature, à se connecter avec la nature, à être assis quelque part et à se connecter, à sentir les énergies à gauche, à droite. Et ils peuvent faire ça pendant des heures, mais vraiment pendant des heures. Et ça les fascine. Ils sont en général beaucoup moins accrochés au monde matériel. Et justement, ça fait partie de leur challenge, c'est d'aller venir s'ancrer davantage dans la matière. Parce que on est quand même venu là dans un monde physique, donc pour eux ça sera un plus grand challenge et pas tout le temps rester là-haut et en connexion avec les énergies, avec les autres énergies. Et les passeurs là-dessus sont là pour amener du sens. Donc le bâtisseur qui a eu l'idée d'aller un jour détruire la forêt amazonienne pour planter je ne sais plus quoi, qui a trouvé des artisans de la paix qui ont peut-être aidé à rassembler de créer ou de force, hein, je n'en sais rien. Et des structurants qui ont dit, ouais, on va faire comme ça, on va avoir besoin de telle machine, etc. S'il n'y a pas eu un petit passeur pour dire, les gars, vous êtes en train de détruire les poumons de la planète, on va faire comment pour respirer derrière? Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc ça, c'est le résultat on a fait des chasses aux sorcières pendant tout un temps, on a éjecté les passeurs qui étaient là pour mettre du sens. Donc c'est bien de faire des choses, de mener des actions, mais quel est le sens qu'il y a derrière tout ça? Donc eux, c'est la raison pour laquelle ils sont là. Alors ils se font assez discrets, entre autres, parce que dans le passé, ils ont été beaucoup persécutés. Donc, ils vont vraiment avoir cette tendance à rester dans une blessure de persécution, donc qui va allier de l'humiliation et de l'injustice. Et ils vont avoir tendance aussi à prendre un petit peu ce rôle de sauveur, comme ça. Parce qu'ils vont tellement voir de choses avant tout le monde et où ils vont voir que ça n'a pas de sens ou bien que la personne se trompe ou quoi, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils vont venir sauver la personne, ils vont vouloir absolument leur dire non, mais fais ça, mais c'est pour ton bien, alors qu'on leur a rien demandé. Et ils oublient, en fait, au final, de se sauver eux aussi dans l'histoire. Donc, ils vont vraiment avoir plus tendance à rentrer dans ce type de rôle. Alors, petite précision que j'aime bien faire par rapport aux passeurs, parce qu'on est dans un monde où, pour le moment, beaucoup de gens que je rencontre dans tout ce qui est développement personnel et spiritualité font comme erreur, c'est qu'il y en a beaucoup qui, parce qu'ils commencent à mieux percevoir le monde qui les entoure, parce qu'ils commencent à canaliser des informations qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils commencent à être clairvoyants, parce qu'ils commencent à développer des facultés dites extrasensorielles. Ils disent, ah ben voilà, ça y est, je suis passeur. Je suis intéressée par l'énergétique, ça me fait du bien, etc. Voilà, je suis passeur. Et en fait, ben non. Moi, c'est comme ça que j'ai cru que j'étais passeuse aussi. Et je connais plus d'un bâtisseur qui s'est cru passeur aussi pendant tout un temps parce qu'on aimait ça, parce qu'on était peut-être doué pour ça. Et en fait, c'est pas notre famille d'âme, c'est pas notre énergie. Si je fais des trucs de passeur à la manière passeur, il y a une petite passeuse ici dans le groupe avec qui j'ai l'occasion de travailler une fois et qui m'a vue à l'œuvre quand je fais passer les petites âmes errantes des salles pour les nettoyages énergétiques. On ne fait pas du tout la même chose et on ne le fait pas de la même manière et c'est pourtant tout aussi efficace. Mais si je le fais dans son énergie, ça ne va pas fonctionner et si elle le fait dans mon énergie, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc on peut tous faire les mêmes choses, mais c'est en étant relié à sa famille d'âme. Donc ça, c'est vraiment une précision qui pour moi était importante. Et la deuxième précision par rapport au passeur ne veut pas dire passeur d'âme. Dans le modèle de Marie-Lise Labonté, il y a la famille des passeurs d'âme. C'est un autre modèle qui fonctionne autrement. Donc, il n'y a pas forcément de parallélisme à faire. La passeur d'âme, ce que j'entends par là, ce sont des gens qui ont c'est une faculté extrasensorielle de pouvoir faire passer les âmes dans la lumière. Et ça, n'importe qui peut l'apprendre. Gardez bien en tête que comme ce sont des chakras, on peut tous tout faire. On peut tous tout développer. On peut tous avoir de tout, de chaque famille d'âme. C'est aussi pour ça que je vous disais de ne pas vouloir rentrer à 100% dans une famille d'âme. On peut tous avoir ça en nous, mais de rester dans son énergie. Et à partir de son énergie, on peut faire ce qu'on veut, ça va fonctionner. Donc, moi, par exemple, en octobre, j'ai organisé un événement sur 2 jours. Je vous promets, j'ai eu droit aux 4 familles d'âme. Parce qu'à la fois, j'étais la bâtisseuse qui lidait toute l'équipe et qui avait mené tout le projet.
J'étais à la fois l'artisane de la paix qui s'assurait que tous les participants se sentent bien, etc. Vous avez bien tout, vous avez à boire, à manger, c'est OK, vous entendez bien. Je voulais m'assurer qu'ils se sentent bien. J'ai eu droit au structurant parce qu'effectivement, pour organiser un événement, eh bien, faut être bien organisé. Mais quand j'ai été en mode structurante, j'ai utilisé mon énergie de bâtisseuse, en mode on y va, de quoi j'ai besoin, blablabla. Alors que sinon, moi, dites le mot comptabilité, j'ai mon énergie qui a chuté de 10 000, quoi. Euh, et j'ai eu droit à passeur parce que attentive à nettoyer les énergies de la salle ou ce genre de choses. Et les connexions, en plus, c'était une formation justement sur tout ce qui était connexion. Donc, forcément, là, il y avait tout ça qui ressortait. Donc, on peut tous avoir. C'était ça le message avec cette petite anecdote, c'est qu'on peut tous avoir en nous. Séverine, tu Oui, m'entends? oui. J'avais une question parce qu'on a passé vite ou j'ai pas entendu. Les artisans de la paix, ils se ressourcent comment? Majoritairement en contact avec les autres. Donc majoritairement dans le fait de voir des gens, de faire la fête éventuellement, ou aussi de faire du bénévolat. Ils vont aimer en fait faire en sorte que les gens soient bien. Ils vont aimer voir les gens bien, les gens heureux, les gens se rassembler. C'est majoritairement ça. Après ça, ils peuvent se ressourcer aussi, par exemple, avec la danse, parce que ça amène la joie. Mais de nouveau, toutes les danses n'amènent pas les mêmes choses. Donc, mais il y a vraiment cette idée d'harmonie et d'amour avec les gens et de connexion, enfin, pas forcément de connexion, mais en tout cas qu'on soit bien ensemble. Donc, ça, à travers les autres, principalement. Ok. Donc, juste pour contraster, par exemple, moi, quand j'ai besoin de m'énergiser, en tant que bâtisseuse orange, je vais être dans mon coin et je vais aller, comme ça m'arrive souvent ici en Guadeloupe quand je suis énervée, j'enfile mes chaussures de marche ou des chaussures de run et je pars courir et marcher. Mais il y a des personnes, les artisans de la paix, ça ne va pas. Bon, allez, on va sortir, on va faire la fête, on va changer les idées, ça va être fun, etc., etc. Là où moi, je vais être un peu plus dans, ouais, mais à petite dose. Voilà, ça va m'épuiser en fait, ce genre de soirée, par exemple. En fait, j'hésite. J'avais fait les clés du succès avec toi en novembre Mhm. et j'hésite vraiment entre bâtisseurs et artisans de la paix. Moi, je m'étais mise dans les artisans de la paix, mais après, en discutant et en voyant un petit peu, je disais, bah oui, c'est vrai que j'ai quand même un côté bâtisseur aussi et j'arrive vraiment pas à faire la distinction entre les deux, pas par les caractéristiques, mais par, comme tu dis, la manière de se ressourcer ou le fait de vouloir expérimenter le monde physique. Je vais sans doute déjà un petit peu répondre à ta question avec la suite sur comment trouver sa famille d'âme. Et puis après ça, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Moi, je me croyais passeuse au début et il a fallu des mois pour que je le comprenne. Tu étais là au CDS, donc Hugues qui a témoigné. Donc, j'ai partagé son témoignage qu'il avait mis sur ma page. Hugues, lui, c'est depuis 2019 qu'il connaît les familles d'âme. Et ce n'est que depuis, on est en octobre, là-dessus de 2023, que pour lui, c'est clair. Alors qu'il connaît ça depuis, et qu'il a été voir Diane Leblanc elle-même, qui est à l'origine du modèle. Ok, Donc, pas de panique. Tu vas avoir des éléments de réponse et puis on va voir au fur et à mesure. Merci en tout cas pour ta question. merci. Alors, comment trouver sa famille d'âme? Alors, quand je fais des ateliers plus longs, c'est de faire des jeux de rôle et d'expérimenter, en fait. C'est, tiens, si je me mets dans l'énergie du bâtisseur. Donc, je vis une semaine en tant qu'artisane de la paix. Que ferait une artisane de la paix? Ah, ben, je vais faire ça. Et je vais voir ce que ça génère en moi. Tiens, si je pense que je suis structurante, tiens, comment ce structurant-là ferait dans telle situation au niveau professionnel, par exemple, et je vais jouer ce rôle du structurant. Et exagérer le rôle. Et voyez si ça vous amuse, voyez si ça vous énergise, voyez ce que ça fait en vous de jouer en fait ce rôle-là. Donc moi, ça arrive dans des ateliers plus longs. On fait des petits jeux de rôle par deux où je vous demande de prendre un rôle et simplement sentez. Pour ceux que j'accompagne en individuel, je les invite quand ils hésitent ou quand ils ne savent pas, c'est à s'observer sur certains plans. Je les guide par rapport à ça. Et puis, je leur donne des consignes sur, ben voilà, dans ta vie quotidienne, en fonction de ce que tu me dis que tu vis, voilà, ça, essaye plutôt de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vis, expérimente, ressens. Et puis, tu en tires les conclusions qui sont les tiennes. Donc ça, c'est une première chose qui peut être faite. La deuxième chose, c'est on observe bien ce qui énergise. Et j'insiste, énergise et pas aimer. J'adore méditer, j'adore me connecter à la nature, j'adore faire des trucs de passeur.
ça ne m'énergise pas. Si j'ai besoin d'énergie parce que je suis lourde d'énergie, je ne vais surtout pas faire ça. Moi, une méditation, je dors derrière. Un passeur qui médite derrière, ah, c'est bien. Et il est nickel, quoi. Donc, aimer ne veut pas dire « Ah, j'aime que les gens se sentent bien ». On aime tous, d'une certaine façon, que les gens se sentent bien. Mais ce n'est pas pour autant que ça m'énergise. Ça ne m'énergise absolument pas de recevoir du monde chez moi, de leur faire à manger, de mettre la table, de m'assurer qu'ils aient bien tout. Alors qu'il y a mon ex-belle-mère, par exemple, c'était une artisane de la paix verte. Elle adorait ça. C'était tout le temps aux petits soins, aux petits oignons, et elle adore et ça ne la dérange pas. Moi, je me dis tout le temps, mais ça doit la déranger, et en fait, pas du tout. Elle, c'est son kiff. Génial, fabuleux. Donc, c'est bien distinguer ce qui énergise de ce qu'on aime et ce qui nous casse notre énergie. Alors, troisième point important, c'est d'observer les comportements inconscients. Et ça, c'est un point vraiment très important parce qu'en fait, nous sommes tous adultes et nous avons tous des fonctionnements appris depuis l'enfance et qui ne sont pas les nôtres. Parce que c'est papa-maman qui nous ont demandé de vivre comme ça, parce que c'est la société qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça, parce que c'est dans la boîte dans laquelle j'ai travaillé qu'on m'a demandé d'être super organisée, etc., etc. Et donc, en fait, on peut fonctionner pendant des années selon un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Et ce mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre, ça, c'est notre famille d'adoption. Parce qu'on a appris que c'était comme ça qu'il fallait agir, et que c'était comme ça qu'on devait faire. Sauf que la plupart du temps, quand on agit, c'est à travers, en fait, tout cet inconscient. Et donc, on a plein de comportements dont on ne se rend pas compte et qui, en fait, révèlent davantage notre famille d'âme. Donc, OK, Séverine, elle peut avoir l'air très calme, très posée, etc. Ouais, mais quand elle est debout, on sent qu'elle est droite, elle a les bras croisés. Là, je ne sais pas trop vous le montrer, mais on sent qu'elle est droite, qu'elle est ancrée dans le sol. Quand elle marche, on entend qu'elle. Alors, si elle met des talons en plus, ça fait beaucoup de bruit. Ça, c'est un comportement inconscient. Je me suis pas dit, en fait, je vais apprendre à marcher comme ça. Je marche naturellement comme ça sans réfléchir. Ça, c'est un comportement inconscient. Si on a le temps, je vous ferai peut-être un petit exercice avec ça. Je ne sais plus l'heure qu'il est. C'est plus affiché à mon écran. Oui, on n'aura pas trop le temps de faire l'exercice, mais essayez d'observer un petit peu quand vous faites quelque chose ou la façon dont vous agissez. Est-ce que vous agissez comme ça parce qu'on vous a appris que vous deviez agir comme ça, ou est-ce que simplement vous avez toujours fait ça? Alors, une façon de trouver sa famille d'âme aussi, c'est de se comparer à d'autres, je précise, dont la famille d'âme est avérée. Donc, ceux qui me connaissent bien, qui connaissent mon énergie, qui voient mon énergie, ressentent mon énergie et qui se disent, je suis peut-être bâtisseuse orange. Est-ce que je suis dans le même type d'énergie que Séverine? Moi, c'est comme ça que je reconnais les bâtisseurs orange. C'est la même énergie que moi, point. Voilà, et je croise un bâtisseur orange, en 2-3 secondes, j'ai tilté l'énergie parce que c'est la même que moi, je la ressens. Et donc, je sais tout de suite c'est un bâtisseur orange, ou en tout cas un bâtisseur. Parfois, ils sont rouges. Ou on peut y avoir parfois des petites confusions avec des gens qui jouent beaucoup ce rôle de bâtisseur orange, mais l'idée, c'est telle personne est bâtisseur orange, est-ce que je me retrouve dans son énergie ou pas? Est-ce que c'est similaire ou pas? Est-ce que je me sens bien avec des gens qui sont passeurs? Alors, se sentir bien, de nouveau, est-ce que je me sens moi ou est-ce que juste je me sens bien? Moi, je me sens bien en présence de passeurs, mais ce n'est pas moi. Je me sens bien parce que ça m'apaise. C'est comme ça que je les reconnais. Je me sens bien avec des artisans de la paix parce qu'ils m'apportent plein d'amour. Ça ne m'apaise pas, mais ça m'apporte plein d'amour. Mais pourtant, c'est pas ma famille d'âme. Mais par contre, les bâtisseurs, je me sens bien avec eux. Et par contre, là, ça m'énergise, quoi. Là, je me sens moi. C'est mes camarades de jeu. Ressentir ce que l'autre vous fait ressentir. Là, c'est plus dans comment je vais faire pour trouver ma famille d'âme à travers les familles d'âme des autres. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez, ouais, là, je sens un peu de froideur ou un peu de distance, c'est ça que je ressens moi quand je vois un structurant, quand j'en rencontre un, même si je ne vais pas encore parler. Je vais partir là-dessus sur cette hypothèse qu'il est peut-être structurant et je vais essayer de sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que je vous parlais tout à l'heure de ces artisans de la paix qui, là, m'éblouissent, je ne sais pas les regarder dans les yeux. Le passeur qui apaise. C'est qu'est-ce que ça va vous faire sentir en vous. Mais de nouveau, ce que vous ressentez en voyant un bâtisseur, ce ne sera pas la même chose que votre voisin. Et essayez de repérer, tiens, il y a des gens, je me sens comme ça avec telle personne. Tiens, mais en fait, telle autre personne, je me sens de la même manière ou je ressens la même chose. Ils ont peut-être des énergies similaires.
Il y en a pour qui les bâtisseurs, c'est trop. Même les oranges, c'est trop. C'est trop d'énergie, ils avancent trop, ça va trop vite. Il y en a pour qui les artisans de la paix, on peut les trouver trop gnangnans, ou trop mous, ou trop lents. Voilà, c'est qu'est-ce que ça génère en vous, en fait. Là, ça va déjà vous apporter des réponses. Alors ensuite, là, ça rejoint les comportements inconscients, c'est quelles sont les réactions que vous avez quand vous êtes poussé à bout, mais vraiment dans vos retranchements. Est-ce que vous allez plutôt vous isoler? Est-ce que vous allez plutôt commencer à gueuler, vous énerver, à vouloir tout casser? Est-ce que vous allez plutôt vous positionner en je me mets dans un coin, je pleure et le monde m'en veut et c'est injuste et ça enfin, voilà, ce genre de comportement? Ou est-ce que moi, poussé à bout, je vais juste m'isoler dans mon coin et je ressortirai et je vais surtout pas regarder mes émotions, quoi. Vous voyez un petit peu les quatre grandes tendances qu'il peut y avoir. Mais vraiment, quand vous réfléchissez à des moments de vie où vous avez vraiment euh, été poussé à bout ou quand vous vous sentez oppressé. J'ai un petit exemple où, lors d'un même événement, avec une amie, il y a une personne avec laquelle on se sent toutes les deux oppressées. Elle, dans sa famille d'âme, c'était plutôt elle se mettait comme ça. Et moi, c'était plutôt, j'allais m'ancrer, m'ouvrir, en mode, tu vas pas me toucher, Coco, quoi. Voilà. Donc, c'est quand vous sentez attaqué, quelle posture vous allez prendre, mais je vais dire de nouveau inconsciemment. Puis, durant l'enfance, comportement inconscient. Dans l'enfance, à partir d'un certain moment, on commence à adopter les comportements des parents. Mais avant, on a toute une période pendant laquelle on est spontané. Vous étiez quel type d'enfant à ce moment-là? Plutôt taiseux, plutôt discret, plutôt à faire des câlins à tout le monde même si vous ne les connaissiez pas, plutôt à demander tout le temps pourquoi et à vouloir comprendre le monde. Est-ce que vous étiez un enfant qu'on n'arrêtait pas de dire mais calme-toi un petit peu, tu fais trop de bruit, laisse un peu les gens tranquilles. Voilà, observez un petit peu quand vous étiez enfant, je dis bien enfance, pas adolescence, enfance, et parfois même déjà à l'âge de 7 ans, c'est déjà trop tard pour identifier sa famille d'âme. Donc, essayez de revenir le plus en arrière possible. Ensuite, il y a une technique qui peut être utilisée, qu'on n'aura pas le temps de faire ici, que je fais parfois, qui est une méditation de connexion au chakra gouverneur. Certains parmi vous la connaissent déjà, cette méditation, et ça, c'est une façon de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je me connecte au chakra que je crois être mon chakra gouverneur. Et quand c'est son chakra gouverneur, il se passe des choses incroyables derrière au niveau énergie. Et ensuite, on a aussi la technique de la méditation des familles d'âme, des figures parentales. Comme on a souvent là-dessus cette famille d'adoption qui peut être là, on peut penser qu'on appartient à une famille d'âme. Et puis avec cette méditation-là, on va se rendre compte que, tiens, mais cette famille d'âme à laquelle je pensais, en fait, c'est la famille d'âme de ma mère, ou c'est la famille d'âme de mon père. Ou figure parentale, parfois on est élevé par les grands-parents, ou en tout cas des personnes qui étaient très, très présentes dans l'éducation. Et donc, on peut faire cette méditation-là plusieurs fois pour tester à qui appartient cette famille d'âme jusqu'à ce qu'on puisse identifier, OK, ben celle-là, c'est la mienne, celle-là, c'est pas la mienne, etc., etc. Voilà. Un petit peu sur comment trouver sa famille d'âme. J'avais oublié de mettre un 10e point auquel j'ai pensé tout à l'heure et qui ne me revient plus, que je trouvais intéressant aussi à vous faire part pour trouver votre famille d'âme. Là, ça ne me revient pas, donc si jamais ça me revient entre-temps ou quand Alexis parlera juste derrière, je vous communiquerai par écrit. Mais donc voilà, donc par rapport à trouver sa famille d'âme, comme j'ai dit, ça peut prendre du temps. Évidemment, c'est comme pour tout, on peut être accompagné. Quand je fais des ateliers, le fait d'être en groupe, ça peut aussi faciliter le fait de trouver sa famille d'âme. Ne faites pas, comme j'ai dit, des raccourcis trop vite. Observez bien tout ça. Qu'est-ce qui trouve la réponse? Est-ce que c'est votre mental qui trouve la réponse? Si c'est votre mental, c'est quasi à tous les coups, c'est faux. Si c'est pas votre mental, mais que vous vous rendez compte de, tiens, c'est peut-être plutôt ça. On peut expérimenter, on peut se comparer à d'autres personnes et sinon, moi, je suis toujours disponible. Comme je l'ai dit, je fais aussi des accompagnements. Quand j'aurai l'occasion de refaire des événements en distanciel et en présentiel quand je serai là en Belgique. Voilà, il y a d'autres choses qui viennent. Laissez-vous le temps. Et puis après ça, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre famille d'âme, c'est bien de la connaître, mais comment est-ce qu'on fait après ça pour l'utiliser dans son quotidien? Parce que ça, c'est encore autre chose. Parce que quand on connaît sa famille d'âme et qu'on ne sait pas comment l'utiliser, en fait, on a là un outil. Vous pouvez avoir, comme n'importe quel médicament, vous ne connaissez pas la posologie du médicament, vous ne savez pas comment le faire. Vous avez un outil pour faire des travaux dans votre maison, vous ne savez pas comment ça fonctionne.
il vous est pas très utile. Et donc là, après ça, il y a vraiment tout ce travail qui pourra être fait sur, tiens, en fait, ça veut dire quoi être bâtisseur au quotidien? Ça veut dire quoi être artisan de la paix? Ça veut dire quoi être structurant? Ça veut dire quoi être passeur? Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à dire, en tout cas aujourd'hui, pour les familles d'âmes. Alors, c'est un sujet qui est passionnant, qui est extrêmement vaste. Il y a énormément de choses à faire. Alors, moi, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir pu reparler des familles d'âmes, parce que moi, ça m'énergise à chaque fois. Et que ça fait un petit moment que je n'ai plus pu le faire pour plein de raisons. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez me contacter. Alors, c'est mon nouveau numéro guadeloupéen. Vous me contactez via WhatsApp, il n'y a aucun problème. Il est totalement destiné à ça. Ou vous m'envoyez un petit mail et on voit un petit peu ce qu'il a lieu de faire. Si vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on se fasse une fois un petit call d'une demi-heure gratuite pour discuter un petit peu de vous par rapport aux familles d'âmes, je suis totalement ouverte à ça et puis on voit ce qui peut être bon pour vous si jamais. Et j'espère en tout cas que pour ceux qui sont dans ces phases de burn-out ou qui l'ont été ou quoi, que ça vous permet peut-être d'avoir des pistes de solutions sur OK, je comprends peut-être mieux pourquoi je me suis épuisée à tout le temps faire le bâtisseur parce qu'on me demandait de foncer, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que j'ai besoin de fonctionner, par exemple. Voilà, voilà. Je vais laisser la main Merci à Alex. Séverine. Merci beaucoup. Merci, merci. Et félicitations. Alors, moi, ce que je vais vous proposer ici pour la suite, eh bien, c'est un petit jeu pour un petit peu s'énergiser au passage. C'est de vous frotter les mains. On va se frotter les mains pendant 1 minute. Alors, ceux qui n'ont pas leur caméra, je n'ai pas la possibilité de le voir. On se frotte les mains. Et pendant que vous vous frottez les mains, vous allez réfléchir très fort en fermant les yeux à quelle pourrait être votre famille d'âme. Et dans 1 minute, eh bien, vous écrivez dans le chat quelle famille d'âme vous pensez, à quelle famille d'âme vous pensez appartenir. Alors, allez-y, on se frotte les mains avec énergie, avec énergie. J'ai un chrono dans ma tête, hein. J'ai une espèce de don qui me permet de savoir exactement quand ça fait 1 minute. En plus, tu m'as fait hésiter ce soir, Séverine. Je suis retourné dans le flou de ma famille d'âme. Ok, c'est bon. Voilà, écrivez tous dans le chat la famille à laquelle vous pensez appartenir. Allez-y, allez-y. On va faire donc une session de questions-réponses dans quelques instants. Alors, Gaël nous dit artisan de la paix. Nathalie nous dit bâtisseur orange. Il y en a encore qui se frottent les mains, à mon avis. Ou alors qui hésitent. Si vous hésitez, vous pouvez en mettre 2 familles d'âmes, hein. J'hésite entre un tel et un tel, ou je suis perdu, je ne sais pas. Laetitia, bâtisseur ou passeur? Ouais, alors là, on est vraiment dans deux très opposés. Marie-Claire, bâtisseuse orange. Séverine, bâtisseuse orange. Ouais, donc ça c'est précis. Cool. Il y a encore d'autres personnes qui ont comment dire, une idée artisan de la paix. Donc on a un petit peu de tout ici. J'ai pas encore vu de structurant ou de visionnaire. Ok. Ok, je pense que tout le monde a plus ou moins répondu. Bah écoute, pour les personnes qui hésitent, ce sera dans quelques instants. Donc avec Séverine, vous allez pouvoir poser un peu vos questions. Et Séverine, je pense que tu pourras apporter peut-être quelques pistes en tout cas de réflexion par rapport à tout ça. Alors, je vais vous partager mon écran et avant ça, je pense qu'on peut mettre son micro, tout simplement. Allumer votre micro et je pense on va faire une petite session d'applaudissements pour ce que Séverine vient de nous partager parce que je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses ce soir, peut-être à mieux vous connaître et que ça va vous permettre d'évoluer. Voilà, qui n'a pas encore allumé son micro? On a Nathalie, Johanna. Après, réveillez pas les enfants s'ils dorment déjà, hein. Voilà, bravo Séverine. Et merci pour ton intervention. Ouais, Excellent. merci beaucoup. Plaisir. Merci. Euh, alors, je vais vous partager ici mon écran. Donc, connaissez-vous votre famille d'âme? Je pense qu'ici, ben voilà, on a eu la réponse en chat. Euh, et j'espère que vous avez apprécié justement l'intervention de Séverine.
Séverine avec qui, nous dans Jaya, eh bien, on collabore justement pour apporter, eh bien, toute cette dimension qui va plus être axée vers le spirituel, la connexion à soi. Et donc, elle apporte vraiment toute cette plus-value et cette spécialité sur les familles d'âme. Eh bien, on a trouvé que c'est elle qui en parlait le mieux, voilà, dans notre réseau. Et c'est pour ça qu'elle était là ce soir et qu'on lui a donné la parole. Alors, je vais vous présenter à présent, si vous m'autorisez, eh bien, un atelier qu'on organise prochainement. Je pense qu'on est ici entre personnes qui aiment bien, bah, voilà, évoluer. On est un petit peu dans la recherche de soi, dans la recherche de réalisation de soi, de mieux se connaître. Est-ce que vous m'autorisez à vous présenter notre atelier qui aura lieu ici prochainement? Vous pouvez écrire dans le chat. Vous mettez oui, vous mettez non. Oui, ah, Marie-Claire dit oui. Elena et Marie-Claire. Ok, Anne. Yes, chouette. Allez, alors on y va. Donc, Jaya, comme je vous l'expliquais au début, pour ceux qui étaient déjà là, c'est donc voilà, une entreprise de réalisation de soi. Donc, on aide principalement les personnes qui sont hypersensibles. Donc, ce sont des personnes qui, voilà, qui ressentent beaucoup d'émotions en général, qui vivent des émotions très intensément et donc qui ont un fonctionnement du cerveau qui est un petit peu particulier au niveau émotionnel. On aide les personnes hypersensibles à justement apprendre à mieux se connaître. Alors, est-ce que ici il y a des personnes qui pensent être hypersensibles? Vous pouvez mettre dans le chat si vous pensez l'être, si vous avez déjà entendu parler aussi de ce trait de caractéristique. Voilà, vous pouvez l'écrire ici. Tout le monde ne l'est pas. Il y en a beaucoup. C'est pas une maladie en soi du tout. Au contraire, c'est un magnifique trait de personnalité qui aide justement dans plein d'aspects de la vie. Et en général, les hypersensibles, mais qui connectent beaucoup entre eux. Soyez attentifs à ça. Et donc, on aide les hypersensibles qui ont vécu un burn-out ou qui n'ont pas vécu de burn-out à justement mieux se connaître. Et donc, on a un atelier qui s'appelle l'atelier Renaissance que je vais vous partager ici. Et donc, à qui ça s'adresse? Eh bien, il s'adresse aux personnes voilà, qui sont hypersensibles, aux personnes qui ont vécu un burn-out, comme je vous le disais, à d'autres personnes qui sont en transition de vie ou aux personnes qui cherchent simplement un nouveau sens peut-être à leur vie, à donner un nouveau souffle à leur vie, aux personnes qui cherchent à augmenter leur niveau d'énergie et les personnes qui cherchent également à se reconnecter à eux-mêmes et à vivre enfin une vie eh bien, plus épanouie et plus alignée à leurs valeurs fondamentales. Donc une vie pleine de sens, quoi. Alors cet atelier, comme vous voyez ici sur la fiche, eh bien, on le fait en partenariat avec Séverine que vous avez vue ce soir. Donc elle sera là avec nous. Elle interviendra toujours depuis la Guadeloupe parce que Séverine vit en Guadeloupe. Et donc elle vous partagera eh bien, des véritables pépites, non plus sur les familles d'âme, mais sur d'autres sujets qu'on va aborder justement par rapport au programme que je vais vous montrer ici. Donc au programme, en fait, ce qu'on propose, c'est un changement à 360 degrés en une journée. C'est un atelier qui est hyper puissant. Donc on va commencer par vous apprendre des techniques et vous apporter des connaissances et des prises de conscience pour élever considérablement votre niveau d'énergie et de vitalité. Ensuite, on va apprendre aux personnes qui seront là, qui sont principalement des personnes hypersensibles, à justement mieux un petit peu gérer toutes ces émotions, ces ascenseurs émotionnels, parce que l'hypersensibilité, on en parle, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui vous explique vraiment comment est-ce qu'on peut gérer cette hypersensibilité. Et nous, c'est notre spécialité dans Jaya. On travaillera ensuite sur la découverte de vos valeurs personnelles. Donc, ce sont des exercices sur lesquels on vous accompagne. C'est vous qui allez travailler. C'est vraiment un atelier dans lequel enfin, chacun participe avec son propre carnet et nous, on vous accompagne pour trouver vos propres valeurs pour ensuite aller chercher un potentiel au fond de vous qui est peut-être enfoui ou qui n'est pas suffisamment exploité pour aller justement le libérer
et ensuite clarifier eh bien, votre mission de vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent déjà leur mission de vie? Mettez un petit peu dans le chat, oui, non. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, à votre mission de vie? Pourquoi vous êtes là, tout simplement? Voilà, on a X années à vivre sur Terre, bah, c'est quoi votre mission, quoi? Est-ce que vous vivez au jour le jour? Ou est-ce que vous avez vraiment quelque chose qui vous drive, quelque chose qui vous donne du sens, quelque chose sur lequel vous êtes aligné avec vos valeurs, dans votre potentiel, dans votre don, et qui vous dit: «Waouh, je me lève le matin, c'est pour ça, quoi». Eh bien, ça, c'est ce à quoi on vous amène ici, justement, en une journée. Alors, on a toute une partie également sur le mindset, donc pour apprendre à être plus positif dans sa vie. Donc, plutôt que de ruminer ou que de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, pardon, je schématise très fort. Eh bien, on a toute une série comment dire, de partages à vous faire pour justement, avoir plus de positivité dans vos journées, dans les événements qui vous arrivent, comment vraiment à changer complètement votre façon de voir la vie, de voir les choses, pour avancer bien plus facilement, dans votre vie, d'hypersensible où justement quand il se passe quelque chose, un conflit, ou, enfin voilà des interactions ou des événements un peu tragiques, on peut vite être, abattu. Eh bien, on vous partage comment justement passer à travers tout ça de façon beaucoup plus sereine. Et bien sûr, ça c'est dans nos valeurs, dans un cadre, bienveillant et d'échange. Alors, il y aura Alessandro qui n'a pas pu être là ce soir malheureusement et moi qui allons vous partager tout ça. Et donc on a 2 invités exceptionnels. Séverine que vous avez découvert ce soir, qui va intervenir pendant 1 heure, qui va encore vous faire travailler avec des exercices, vous accompagner. Et alors on a Lenka. Alors Lenka, c'est également l'une de nos coachs, partenaires avec qui on collabore, qui est absolument exceptionnelle. Lenka, elle est nutrithérapeute. Donc, elle explique, comment par la nutrition, on peut considérablement augmenter son niveau de vitalité, son niveau d'énergie, avoir des bien meilleures émotions également, et donc c'est toute l'influence de la nutrition sur le corps et l'esprit. Et ça, c'est vraiment la meilleure pour en parler. C'est vraiment génial. Alors on a Séverine qui nous dit qu'elle a fait un travail incroyable avec Lenka. Effectivement, elle est très puissante et elle notamment, elle guérit, les burn-out par la nutrition et la dépression également. Donc, c'est une journée vraiment d'une très grande valeur, où on sera, voilà, avec 4 intervenants sur une après-midi. Vous allez être très, très bien entourés, je dois dire. Vous allez repartir de là avec un niveau d'énergie, très élevé et des énormes prises de conscience, votre mission de vie. Donc ça peut être un peu émotionnel aussi comme journée, et on est là, en fait, pour vous aider à vous élever, à vivre une vie plus épanouie. Alors, où ça se passe? Eh bien, on fait ça à Nivelles. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en Belgique ici, et ce sera le 6 avril, donc c'est dans 9 jours, de 13h à 19h. C'est une belle après-midi. Il y a une pause au milieu, je vous rassure. Et donc on fait ça en partenariat, avec Séverine justement de Luxe Anima, qui fait la promotion d'événements, en développement personnel et qui interviendra elle-même. Alors, le tarif pour, ce genre de journée, voilà, chez les concurrents et encore j'ai été gentil, ça revient à 300 €. Nous, on veut rendre ça beaucoup plus accessible, parce que ça reste quand même un montant relativement élevé et on a voilà, c'est dans nos valeurs. Le tarif public, il est de 150 € et en ce moment, eh bien, on fait une offre spéciale. On offre cette journée à 97 €. Donc c'est cadeau, avec tout ce que vous allez comment dire? Tout ce que vous allez apprendre et ce à quoi vous allez ressortir de cette journée, c'est vraiment dérisoire et donc c'est 97 € pour la journée. Il y a un grand parking pour se garer d'ailleurs sur place, donc à ce niveau-là, si vous vous posez la question, c'est easy et puis, on offre, voilà, quelques bonus. Donc vous achetez un billet, vous avez un billet offert. Vous pouvez venir avec une amie, une copine, un ami, quelqu'un qui serait intéressé par ce genre d'événement. Hem, on offre également avec votre billet, eh bien, un coaching de 30 minutes. Vous venez avec une problématique et un blocage, quelque chose qui, voilà, qui vous empêche d'avancer ou quelque chose qui vous tracasse. Eh bien, en 30 minutes, on prend le temps avec vous. C'est des sessions par Zoom
en one-to-one. On prend le temps avec vous d'aller faire sauter ce blocage, de vous aider justement à avancer ou de tenter de régler la problématique qui vous assaille. Et également, après l'atelier, ben, vous n'êtes pas lâché. Donc on se dit pas au revoir, on fait un suivi pendant 3 semaines. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi, eh bien, on se revoit avec les participants et on fait un petit peu un état des lieux sur, OK, sur quoi vous avez pu avancer? Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu? Est-ce qu'on peut encore vous aider comment dire, à mettre un peu mieux en application ce qu'on a vu pendant la journée? Et on fait ça pendant 3 semaines, pour que vous ayez vraiment un suivi et que ça puisse réellement vous aider, pour le reste de l'année, de votre vie et des années à venir, quoi. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vais revenir en arrière. Je vais vous mettre le lien de l'événement dans le chat où vous pouvez justement prendre votre billet dès ce soir. Donc il nous reste quelques places justement. Voilà, il est ici. Vous pouvez cliquer donc directement sur l'URL que j'ai mis dans le chat. Vous allez arriver sur une page de paiement. Vous payez 97 €, puis vous recevez un email justement de confirmation. Et ensuite, bah, vous aurez les liens pour justement prendre rendez-vous pour votre coaching. Il y a aucune obligation de prendre un coaching. C'est vraiment si vous le désirez, c'est offert et le billet en plus offert, bah, ça, c'est si vous voulez amener quelqu'un, c'est vraiment libre à vous, quoi. Donc c'est bientôt. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, intéressées justement par cet événement? Vous pouvez écrire dans le chat ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis vraiment là pour y répondre. Est-ce que pendant qu'ils écrivent, moi, je peux dire un petit mot? Bien sûr, vas-y Séverine. Pourquoi je vous encourage à aller à cet événement-là avec Alexis et Alès. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment comme ça que je le vis. Chaque fois, ils peuvent le témoigner, mais chaque fois que je suis en interaction avec eux, il se passe toujours des choses extrêmement magiques derrière. Donc, à la fois, on a l'énergie d'Alexis, on est tranquille et on avance. Et en même temps, il y a l'énergie d'Alès on est tranquille, c'est bienveillant, on est cool et tout va bien, on est dans l'harmonie, plein d'amour. Et il y a quelque chose qui se passe qui est à chaque fois extrêmement puissant. Et ils sont très pertinents. Et ce sont des gens, ce que j'ai dans le développement personnel et dans la spiritualité déjà travaillé avec des gens qui ne l'étaient pas, mais ils sont eux particulièrement authentiques, c'est-à-dire qu'ils vous transmettent des choses qu'ils ont expérimentées, qu'ils ont vécues. Et pour ça, moi, c'est un point que je trouve super important parce que vous allez pas juste vous retrouver face à des gens qui vont vous dire faites ci, faites ça, etc. Parce on l'a vu et que ça peut être un business très lucratif, mais vraiment, c'est une passion. On le sent quand ils transmettent tout ça. C'est vraiment par pure passion et ils peuvent passer, je vous le garantis, des heures et des heures et des heures et des heures à vous concocter un truc juste parce qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de vous transmettre ce qu'eux ont découvert pour que vous puissiez aller bien. Merci Séverine pour ce témoignage. Effectivement, alors c'est vrai on est proche de la date, il y a des gens qui ont déjà quelque chose de prévu. Si vous savez être là, alors pour l'instant non, il y a pas d'autres dates, Anne. On n'a qu'une date ici pour l'instant pour cet événement-là en tout cas. Mais donc voilà, si jamais ça se refait, je pense que tu es maintenant dans notre liste email, donc on manquera pas de communiquer. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, une page Instagram et on a démarré une chaîne YouTube aussi. On interviewe des personnes inspirantes qui partagent beaucoup de belles connaissances, vraiment, que ce soit des coachs, des conférenciers, des sportifs aussi. Ici prochainement, on va interviewer une sportive de haut niveau. Voilà, c'est vraiment du contenu gratuit que nous on livre pour aider les gens, bah, justement à avoir des clés pour mieux avancer dans la vie. Donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et comme ça vous serez aussi tenus au courant des prochains événements et ateliers. Voilà, je pense que c'est le moment de faire la session questions-réponses avec Séverine, que ce soit par rapport aux familles d'âmes ou par rapport à l'atelier. C'est moi qui réponds pour l'atelier, c'est Séverine qui répond pour les familles d'âmes. Voilà, j'espère que vous avez noté vos questions. Et si quelqu'un a une question, il peut retirer son micro ou allumer son micro, pardon, c'est l'inverse. Et on vous écoute. Il y a des questions.
Il me semble qu'il y en a qui étaient passés dans le chat, donc n'hésitez pas à revenir sur vos questions. Tout à l'heure, oui, alors, Oui, moi je veux bien. Ah, ok, Nathalie, je reconnais sa voix. Je ne la vois Oui, pas, elle n'apparaît pas. bonsoir. Ah voilà, ça y est. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous et bonsoir Séverine, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça m'a permis de replonger un peu dans des choses que je connaissais en partie. Moi, je savais qu'a priori, j'étais plutôt bâtisseuse, mais c'était intéressant d'avoir les subtilités aussi par rapport au chakra et par rapport à la couleur. Je me suis plutôt reconnue dans le côté orange. Mhm. Euh, mais ce que je voulais savoir, c'était plus entre les artisans de la paix et les passeurs d'âme, parce qu'en fait, ça m'intéresse aussi d'un petit peu plus être dans le processus d'analyser qui j'ai en face de moi, parce que moi, je vais être plus en lien avec des employés, des employeurs, etc. Et je trouvais ça intéressant. Mais est-ce qu'on arrive comme ça en 1 ou 2 minutes, un peu comme un pitch, entre guillemets, à cerner, tu me diras, c'est sans doute avec l'exercice, mais à cerner quelle famille d'âme on a en face de soi et comment l'aborder en fait. Oui, merci beaucoup Nathalie pour ta question. Moi, quand on m'a formée au modèle des familles d'âme, j'étais en Guadeloupe, c'était en janvier 2023. On était littéralement assis en train de boire un verre et on regardait les gens passer et c'était, tu crois que c'est quelle famille d'âme? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu ressens? Et vraiment, on était dans ce process. Ce qui fait que, par exemple, là, on parle, bon, je te connais un petit peu aussi, mais j'ai mon idée de ta famille d'âme. Et, et donc, je vais me dire à travers ça, tiens, mais je sais que si je vais formuler comme ça ou comme ça, ou me comporter comme ça ou comme ça va être potentiellement plus efficace, ou elle va peut-être mieux me comprendre, ou en tout cas, je vais pas la brusquer, ou tu vois, et donc ça, c'est vachement utile, ce qui permet là-dessus d'aborder quelqu'un avec à la fois authenticité, mais à la fois être juste envers la personne, qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas. Donc oui, et ça se travaille. Ça se travaille, mais en fait, pour pouvoir le faire, ça demande avant tout une très bonne connaissance de soi et d'être sûr d'être dans la bonne famille d'âme. Je te donne un exemple. Une personne que je connais très bien qui s'est dite passeuse pendant super longtemps. Je me souviens faire un atelier sur les familles d'âme où j'explique bien que les passeurs, en général, ils sont discrets et les bâtisseurs ont plutôt tendance à interrompre au milieu de mes séminaires. Et là, là-dessus, elle est là en mode, OK, je me tais parce qu'elle m'avait déjà interrompu plusieurs fois. Eh bien, elle, par exemple, c'est quand elle a enfin accepté qu'elle était bâtisseuse orange et pas passeuse, même si elle adorait tout ce qui était énergétique. À ce moment-là, elle a commencé à mieux saisir. C'était quoi là-dessus l'énergie du passeur? C'est quoi l'énergie du bâtisseur? Donc, ça passe d'abord et avant tout par un travail d'être observateur de l'autre et à la fois, tiens, est-ce que moi, je suis dans le bon truc? Parce que parfois, on est aligné dans son énergie, mais on n'a pas mis la bonne étiquette. C'est pour ça aussi que je vous invitais à comparer, est-ce que les gens qui ont cette étiquette, entre guillemets, là, qu'on a, entre guillemets, classé dans cette famille-là, je dis entre guillemets, parce qu'on a toutes les énergies, et justement, ça donne une certaine fluidité au modèle. Est-ce que ça correspond à cette énergie-là, ou cette énergie-là, ou cette énergie-là? Et en fait, tout ça, effectivement, ça se travaille. Donc, c'est pas juste je connais ma famille d'âme et puis j'arrive à trouver la famille d'âme des gens. Moi, j'ai vraiment passé du temps à m'entraîner et j'ai beaucoup échangé avec des gens qui connaissent bien le modèle, où on discute. Qu'est-ce qu'on ressent, mais des gens qui sont déjà plus éveillés dans tout ce qui est énergétique. Donc, c'est là que quand on parle d'hypersensibilité, ça donne un super atout. Parce que quand on est hypersensible et qu'on se connecte à cette puissance-là, on va plus facilement sentir là-dessus, tiens, la sensibilité de l'autre, elle est où? Son énergie, elle est où? Et rien que normalement, dans les démarches, dans la posture, tu peux déjà voir une personne, déjà avoir une idée assez claire de c'est quoi sa famille d'âme. Mais ça demande du travail parce qu'il faut vraiment apprendre à déceler énergétiquement, entre guillemets, sans que ce soit tout le temps le mental. Et au début, on est tous dans le mental. J'ai fait plein d'erreurs aussi au début et c'est normal parce qu'on est tous dans le mental. Mais effectivement, c'est comme pour n'importe quoi, ça s'apprend. Donc, quand on veut pouvoir accompagner des gens à travers le modèle des familles d'âme, c'est important de bien le maîtriser parce que sinon, on risque d'induire des choses qui ne sont pas justes pour soi et pour l'autre. Oui, Est-ce que ça quelque part, répond à ta comme on dit question? souvent, c'est mettre une étiquette en fait sur quelqu'un alors qu'on n'est pas sûr à 100%, donc il faut faire C'est attention. ça, c'est Ouais. ça. Donc, c'est... Et toi, tu... Oui, je t'écoute. Non, non, vas-y, vas-y.
Et donc, tu penses que a priori, je suis plutôt bâtisseuse orange ou bien tu ne connais pas suffisamment que pour l'affirmer ou l'infirmer? Alors là, le process que moi je vais utiliser dans ces cas-là, je ne vais pas te dire si oui ou non je le pense ou pas, je vais te poser des questions pour t'amener toi dans ta réflexion. C'est ce que Mhm. j'utilisais déjà quand j'étais orthophoniste. Je ne disais pas aux patients ils ont tort ou ils ont raison. J'étais spécialisée en logicomate, donc même quand ils me disaient 2 plus 3, ça fait 4, pourquoi tu penses que ça fait 4? Comment tu es arrivé là? Et alors, l'idée, c'est que je vais te poser des questions pour t'amener à observer. Tiens, mais pourquoi tu penses que tu es bâtisseuse? Ok, tu me dis que tu as tel comportement, etc. Ça, tu crois que c'est plutôt de quelle famille d'âme? Ok, ça, tu crois que c'est plutôt de quelle famille d'âme? Parfois, en fait, c'est dans les mots. Donc, j'ai accompagné quelqu'un tout récemment qui pensait être bâtisseuse. Ça fait 3 ans depuis qu'elle a fait les CDS qu'elle pense qu'elle est bâtisseuse. Et puis, elle est épuisée. Donc, on l'a envoyée chez moi. Et là, elle commence à accepter le fait que, ah, mais en fait, je suis peut-être plutôt structurante. Parce que dans ce qui est ressorti, à un moment donné, ce qui l'énergie, c'est l'organisation. Et elle se constate que, ok, elle aime bien foncer, mais le truc, c'est qu'elle a d'abord besoin d'avoir tous les éléments avant d'avancer. Et ça, c'est typiquement structurant. Le bâtisseur, il n'a pas besoin de tout. Il a une idée, il fonce. Et puis, si c'est pas ça, c'est pas grave, on va tester autre chose. Idée suivante. Ok, je teste, je fonce. Le structurant, il est là pour éviter au bâtisseur de tout le temps se prendre des murs. Mais tu vois, mais le structurant, par contre, dans cette prise de décision-là, pour te donner cet exemple-là, il va plutôt, il pourrait ne jamais passer à l'action si c'est poussé un petit peu trop à l'extrême parce qu'il aura tellement besoin de toutes les infos que il va peut-être pas forcément se lancer. Donc, j'ai plutôt t'amener dans ce genre de réflexion, soit pour que toi-même, en fait, tu finisses par te dire, non, mais je suis sûre et certaine, je suis bâtisseuse orange, soit te dire, je suis peut-être plutôt ça. Moi, je suis juste là pour t'accompagner dans ta réflexion, pour qu'à un moment donné, pour toi, ce soit une évidence. Une évidence, et peu importe ce qu'on te dira derrière. Donc, moi, quand on vient me dire, Séverine, t'es pas bâtisseuse, t'es autre chose, là, c'est plus un je rejette ce qu'on me dit, c'est juste, je sais que mon énergie principale, c'est celle-là parce que je l'expérimente, je la vis, je la reconnais, je la sais, je suis ancrée et alignée avec ça, et je le sais, je le sens. Il n'y a que moi qui peux le savoir, et suffisamment que pour ne plus me laisser, entre guillemets, détourner de la vie de quelqu'un d'autre ou d'une question, n'importe Oui, quoi. oui, et d'autant plus que, comme tu disais, on a une famille d'âme principale, et puis après, on a quelque part un petit peu de chaque famille, en fait. On n'est pas que bâtisseuse, on a un peu. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, je trouve, parce que quand on pense à les artisans de la paix qui aiment rassembler du monde, ben, moi j'adore créer du lien et le partage, les passeurs, la connexion avec soi, avec les autres, etc. Je trouve que c'est pas toujours évident parce qu'on a un petit peu de chaque famille d'âme, en fait. Hum, Mais C'est ça. jusqu'où et dans quelle proportion, quoi. Oui, mais alors l'idée, en fait, si on va vraiment beaucoup plus loin dans les familles d'âmes, c'est qu'à un moment donné, on soit équilibré entre toutes ces énergies-là et on va arriver progressivement vers une énergie qui est tout autre, qui est celle d'une huitième famille d'âme dont on ne parle jamais, qui est la famille d'âme des sages. Et ça, c'est quand on est équilibré entre toutes ces énergies. On n'est pas encore à ce step-là, mais avant d'arriver là, c'est d'arrêter de tout le temps aller dans des énergies qui ne sont pas les siennes et d'arriver à comprendre que parfois on est dans des énergies qui ne sont pas les nôtres, et ça nous épuise. Et donc, quand je suis épuisée, comment je me ressource, en fait? Comment je vais rechercher de l'énergie? C'est là qu'elle est intéressante, sa famille d'âme. C'est via quel chakra? Ce chakra, c'est une porte d'entrée. C'est vraiment le voir comme ça. Et le risque aussi, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y avait tellement de choses qui viennent en même temps. Pour le ressourcement ou par rapport au chakra qui permet de te redonner de l'énergie. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'avais un autre truc que je voulais dire, mais ça m'est sorti de la tête. Ma question, c'était pourquoi est-ce que on a un peu tendance à se dire, ben, on a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, Parce qu'on a et toutes les comment savoir énergies quelle en est nous, en la... fait. Et comment savoir Ouais, quelle est, c'est ça. quelle est la sienne, ça demande du temps, ça demande de l'observation. Je ne vais pas dire forcément de l'analyse, mais de l'observation. Ça demande du temps, du ressenti. Et puis c'est là que moi, dans ce que je propose justement, dans les accompagnements que je fais, c'est je guide la personne et je l'accompagne dans ses observations. Parce que parfois, les gens pensent que ça, c'est telle famille d'âme, mais non. Et il y a des petites nuances comme ça entre les familles. Là, on avait je crois que j'ai parlé une bonne cinquantaine de minutes. On ne sait pas tout voir et tout faire et tout approfondir. Et parfois, il suffit d'un petit élément à un moment donné qui permet de débloquer le bazar. Mais il faut trouver cet élément. Et ça, c'est propre à chacun en fonction de sa vie. Et on va aller voir aussi où ça coince. Ah oui, c'est ça. Ah, les gars, le dernier truc que je n'ai pas mis.
Le point 10 pour reconnaître sa famille d'âme, c'est quand je suis dans telle énergie, est-ce que ça me réussit ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Est-ce que quand j'agis comme un bâtisseur en mode je fonce, j'y vais, est-ce que ça me réussit ou est-ce que je me casse la figure? Est-ce que j'agis comme un passeur qui est posé, qui est observateur, est-ce que ça me réussit ou pas? C'est un petit peu ce type d'observation aussi. Donc, ça veut dire, merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc, ça veut dire que si par exemple on est bâtisseuse et qu'on a tendance à foncer avant de réfléchir, et si ça se vérifie et qu'on se casse la figure, ça veut dire qu'on est dans la bonne. Alors, c'est pas exactement ça, c'est pas exactement ça que je voulais dire. On va prendre le cas de quelqu'un qui pense qu'il est bâtisseur, ça va, et qui par exemple, fait son travail et qui veut faire, par exemple, une vente à quelqu'un et qu'il se met dans une énergie de bâtisseur. Tant qu'il sera dans une énergie de bâtisseur, en fait, ça va pas fonctionner. Il va pas réussir à faire sa vente parce que c'est pas son énergie. C'est peut-être l'énergie de celui qui est en face, mais c'est pas son énergie. Il est peut-être artisan de la paix et donc il a besoin de d'abord se connecter à son énergie d'artisan de la paix. Là, il sera authentique. Et là, comme il sera authentique, il pourra parler de son produit en toute authenticité. Et il va pouvoir, en toute authenticité, se dire, OK, je suis artisan de la paix, mais en face de moi, j'ai un structurant. Et donc, le structurant, il a besoin de quoi? Il a besoin que je lui énonce les faits comme ça. Il n'a pas besoin que je lui parle des émotions. Moi, en tant qu'artisan de la paix, je vais aimer utiliser qu'est-ce que ça génère comme émotion chez vous, etc., etc. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Il n'en a peut-être rien à faire. Lui, il veut savoir est-ce que c'est fonctionnel ou pas. Il a besoin des points qui lui montraient que ça va lui amener du mieux dans sa vie. Et donc, ben, moi, avec tout mon amour et toute mon énergie d'artisan de la paix, je vais expliquer à ce structurant ce qu'il a envie ce qu'il a besoin d'entendre, en fait. Et ça va marcher du coup. Et à ce Quand tu moment-là, ça es toi dans fonctionne. ton énergie, C'est ça. le Ma message va meilleure, passer même si l'autre n'est pas dans la même famille d'âme. c'est ça, c'est ça. Parce que tu te Ah, connectes à l'autre en face, mais tu es d'abord toi. Je vais te très donner un bien. autre exemple, si tu veux, pour les réussites, qui sera peut-être plus concret. Il y a une personne que j'ai coachée qui se découvre aussi bâtisseur et qui m'explique, ben voilà, Séverine, je voulais te témoigner ce qui s'est passé avec ma femme l'autre jour. On s'est disputé, comme dans tous les couples. Et en fait, moi, pour la première fois dans une dispute, j'ai été alignée à mon énergie de bâtisseur. J'ai été cash et je suis restée ancrée dans ma position, dans ce que j'avais à dire et j'ai osé affirmer ce que j'avais à dire. Ça a été un peu brutal, mais lui est resté dans son énergie. Elle, comme c'est une artisane de la paix, elle est partie. Et puis, elle est revenue quelques minutes après, quand l'émotion est passée. Et là, ils ont pu dialoguer rapidement parce que lui savait ben voilà, elle est artisane de la paix, donc elle a besoin d'être assurée pour ci, ça et ça. Mais comme lui s'était d'abord montré ancré dans son énergie, il m'a dit, Séverine, le conflit, on l'a résolu en 15 minutes. D'habitude, ça met 4 heures. Ça, c'était un exemple de réussite. Mais avant, il faisait quoi? Eh bien, comme sa compagne est artisane de la paix, il se mettait en artisan de la paix. Et on va dire des trucs gentils et émotionnels et nanani et nanana. Et ça durait 4 heures. Le conflit durait 4 heures. Parce que lui n'arrivait pas à prendre sa place, à être dans son énergie à lui. Pour donner un exemple. Passionnant, merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie, pour ta question. Il y a d'autres questions? Mais moi, c'est pas vraiment. Salut Séverine. Coucou Anne. En fait, je trouve que c'est difficile pour l'instant pour moi de savoir si ma fatigue est liée au fait que je suis pas dans la bonne famille d'âme ou c'est lié au milieu professionnel ou donc ça c'est pas toujours facile pour moi de savoir vers quoi me diriger et Alors, d'essayer de trouver des exemples de- d'activités pour voir si ok ça c'est ce qui donne de l'énergie ou pas ou est-ce que ça me fatigue plus qu'autre chose. C'est vrai que c'est un peu compliqué. alors je vais répondre sans vraiment répondre. Attends, comment je voulais formuler ça? C'est que la question de l'énergie, pour moi, c'est une question d'alignement avant tout. Au moment où il y a les choses qui te prennent de l'énergie, c'est une question d'alignement, d'ancrage, etc., etc. Et les familles d'âme, c'est de le voir aussi comme un outil qui permet d'aller vers cet alignement et cet ancrage. Maintenant, il arrive effectivement que même en étant aligné à sa famille d'âme, on puisse quand même se sentir fatigué. Pourquoi? Est-ce que
Simplement, il y a des choses que je n'ai pas faites et que j'aurais dû faire dans cette énergie-là. Est-ce que j'ai trop utilisé une énergie à un moment donné qui n'est pas la mienne? Toi, tu parles du travail. Peut-être que tu es un peu trop souvent dans une énergie qui n'est pas la tienne. Peut-être que tu es dans un environnement où avec les gens qui t'entourent, tu ne t'autorises pas à être dans ton énergie à toi. Et là, on arrive dans des dimensions qui vont plus loin dans les familles d'âmes, c'est en préparation. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le présenter, mais c'est en préparation. C'est quand on parle de ces jeux de pouvoir, comme je le disais, c'est de comprendre que si, par exemple, en relation avec les autres, si, il y a des Mhm. tensions, s'il y a des tensions, il y a des fuites énergétiques chez les uns comme chez les autres. Et tout le monde se met quelque part dans le jeu, dans le triangle, et on bouge là au sein du triangle. Et en fait, on a une fuite énergétique, on va chercher l'énergie chez les autres. Et donc, on est fatigué, même si globalement, on agit dans sa famille Ouais, d'âme. Et à ce moment-là, c'est waouh, attends, Séverine, tu es en train de t'énerver et de faire le bourreau avec l'autre en face, alors que dans le fond, il n'y peut rien s'il a oublié son rendez-vous. C'est pas mhm. grave. Bon, ok, stop, recentre-toi. Tu as besoin de quoi pour ton énergie à toi? Ah, j'ai besoin d'aller faire du sport. Ok. Et en fait, ça me permet de ne pas aller engueuler le gars qui a oublié son rendez-vous. Alors qu'en fait, bah, dans le fond, on s'en fiche. C'est moi qui dois être bien avec moi. Et là, à ce moment-là, en tant que bâtisseuse, je fais comment? Mais par contre, une fois que je suis calmée, ok, et moi, en tant que bâtisseuse, j'ai besoin que ce soit comme ça ou comme ça, donc dis-moi les choses clairement. Mais en même temps, je vais accepter l'autre là où il est, et tu as besoin de quoi pour. Et tout ça, c'est du dialogue. Ça, c'est une partie de la réponse que je peux t'apporter. Et pour moi, de toute façon, tout est lié. Bonne soirée, Muriel, et bonne nuit. Est-ce que, Anne, ça répond au moins en partie à ta question? Oui, en partie. Après, effectivement, c'est un travail de tous les jours, hein, évidemment. Mm. Bah, Et comme surtout quand tu es allez, pas dire en reconversion professionnelle, c'est pas reconversion, mais en changement, on va dire. Bah, forcément, il y a plein de questions qui émergent. Mm. Ouais. C'est normal. Je suis passée par là aussi, t'en fais pas. Mais il y a aussi, et on est nombreux à passer par là, donc bienvenue dans le mouvement et c'est génial. Pour tous, pour moi, c'est super important de bien comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux familles d'âmes, quand vous utilisez cet outil-là pour vous aligner, c'est de comprendre que c'est pas le tout de connaître sa famille d'âme, c'est est-ce qu'au quotidien, j'agis dans ma famille d'âme. Et il y a des domaines dans lesquels, en fait, on pense agir dans sa famille d'âme, mais en fait, on n'agit pas dans sa famille d'âme. Et il y a des moments, comme je le disais tout à l'heure, on peut confondre, on peut être aligné à l'énergie, mais on pense qu'on est de telle famille d'âme, et il peut commencer à y avoir des mélanges comme ça qui se font. Donc, c'est pas juste le fait de connaître sa famille d'âme, on a cette connaissance-là, oui, mais comment je l'utilise derrière? Comment j'utilise dans mes relations professionnelles, dans mon travail, dans la gestion de mes projets, dans mes interactions sociales, dans mon couple, dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations avec mes amis, etc., etc. Et comment je m'équilibre. Il y a aussi garder en tête que c'est les chakras. Comment je suis équilibrée dans mon chakra gouverneur aussi. Merci Anne pour ta question. Est-ce Et c'est qu'il y a vrai que d'autres? quand tu parles Ouais. d'alignement, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille en profondeur. Le 6 avril, justement, euh, pendant l'atelier. Donc, c'est vraiment de finir la journée en étant vraiment beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré, notamment grâce au Famidam, qui est un des outils. Il y a d'autres outils aussi qu'on utilise pour arriver à ça, quoi. C'est un cheminement, évidemment. Mais ça aide beaucoup en faisant des bons exercices, en parlant avec les autres aussi, en se faisant challenger un petit peu. Et, euh, et voilà, ça aide, oui, effectivement. Est-ce que Il y a je peux d'autres spoiler un questions? tout petit peu mon intervention du 6 pour répondre Oui, encore en partie à bien sûr, vas-y, parce Anne? que c'est vrai qu'ici, c'est un apéritif et on pourra en parler beaucoup plus longtemps. On sait pas faire, on sait pas faire un webinaire de 6 heures, malheureusement. C'est pour ça qu'on organise des ateliers et qu'on puisse se rencontrer en présentiel. C'est beaucoup plus qualitatif aussi. Donc, vas-y, explique clairement, voilà, ce que tu vas aborder ce jour-là. Je pense que ça peut être intéressant, bien sûr. Parce que justement, mon intervention va être de parler de ces énergies parasites, en fait, des énergies qui ne sont pas les nôtres. Alors, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est les manipulations et tout ça, mais comment je peux, moi, me protéger des énergies quand elles ne sont pas à moi, que ce soit lié au lieu, que ce soit lié aux personnes qui sont là. Et ça, par des petites techniques énergétiques que je comptais vous enseigner à ce moment-là.
Et tu vois, cette technique énergétique que je vais présenter, il y a beaucoup de gens dans tout ce qui est spiritualité ou quoi qui vont être très protocolaires, qui vont être très en mode méthode à appliquer, telle phrase type à dire, etc., etc. Alors qu'en fait, en tout cas, ma croyance à moi, c'est il faut que ce soit juste pour nous. Et donc, moi, quand on me dit, alors tu dois parler aux esprits avec bienveillance et telle formule et tel machin et tel mot, je vais parler en tant que bâtisseuse. Pour moi, ça a du sens, tu vois. Et donc, peut-être que pour toi, ce genre de technique, le fait de connaître ta famille d'âme, ok, moi, j'ai plutôt envie de formuler ça comment pour que ce soit raccord avec moi. Parce que moi, faire des trucs, ah, homme, etc., de passeur, c'est mignon 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça, voilà, ça ne me convient pas. Donc, je vais le faire avec mon énergie à moi. Et c'est tout aussi efficace, et c'est même plus efficace parce que ça a du sens pour moi. Donc, c'est en lien avec l'alignement et en lien avec on est peut-être fatigué parce qu'il y a trop d'énergie à nous. Et donc, comment je me protège de ces énergies-là, toujours en restant dans son énergie à soi. Mais je ne parlerai J'ai pas une des familles question. d'âme, hein, Oui, Nathalie. Oui, j'avais une petite question par rapport à, tu vois, comme on dit, les bâtisseurs, ils ont tendance à avancer, ils foncent et on dit souvent qu'ils ont énormément d'énergie et que parfois c'est difficile pour les proches de pouvoir les suivre. Tellement ça avance et hop, tac, 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 et voilà. Et comment faire par rapport à ce que tu expliques, c'est, attends, je retrouve mon idée, comment faire pour, tu dis, on doit rester dans son énergie de bâtisseur, mais comment ne pas l'être de trop? Parce que moi, j'ai parfois tendance à être trop dynamique, trop spontanée, trop à dire ouais, ouais, c'est génial, tac, 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 et à avancer. Mais il y a des gens pour qui ça ne convient pas. Et donc, tu me diras, bon, bah, ces gens-là, c'est que c'est peut-être pas pour toi et que t'es pas la bonne personne pour eux. Mais comment faire pour rester dans ton énergie? Parce que c'est ça qui va te faire concrétiser les choses et qui va être le plus efficace et productif, tout en étant pas trop fonceuse pour des gens qui ont besoin de temps et de calme pour comprendre, ou qui ceci, c'est là. Enfin, je sais pas si tu comprends un peu Oui. ce que je veux dire. Merci pour ta question. Par rapport au bâtisseur, un bâtisseur qui est aligné et qui fonctionne bien, il rentre alors dans ce qu'on appelle la force tranquille. La quoi? J'ai pas La entendu, force pardon. tranquille. Ah oui. Et donc là, à ce moment-là, c'est plus du je fonce tête baissée, c'est quand il arrive quand il est bien aligné, qu'il a conscience de son fonctionnement et qu'il n'a plus besoin d'aller chercher des trucs dans tous les sens, il peut apprendre le step d'après qui est je reste en force tranquille. La force tranquille, c'est ces gens, tu vois, ils sont ancrés, ils sont présents, ils sont calmes, mais s'il se passe un truc, c'est les premiers à bondir. Tu vois, en mode euh, un peu comme un lion, tu vois. C'est bon, tranquille, etc. Mais s'il se passe un truc, c'est bon, on rugit, quoi. Mais on n'est pas tout le temps obligé d'être là-dedans. Et c'est là, en fait, le problème du bâtisseur quand il est dans trop. C'est qu'à un moment donné, il peut ne pas sentir son corps qui est dans du trop et se fatiguer vraiment dans de l'hyperfatigue. On ne parle pas de burn-out, on parle bien d'hyperfatigue là dans ce cas-là. Donc, comment faire? Bah, c'est comme pour tout, c'est un travail de tous les jours, mais d'abord être sûr d'être bien ajusté. Est-ce que c'est bien ça mon énergie? Est-ce que ce que j'identifie comme étant de l'énergie bâtisseur, est-ce qu'en fait c'est de l'énergie de bâtisseur que j'utilise là ou est-ce que c'est une autre énergie? Parce que parfois on fait des choses en pensant être dans une énergie et en fait c'est pas celle à laquelle on pense. Et donc, on ne sait pas forcément la calmer, on ne sait pas forcément la gérer. C'est comme ça que moi, je peux faire des trucs de structurant, mais si je ne suis pas dans mon énergie, enfin, je dois être dans mon énergie de bâtisseuse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, il y a des trucs, je dois effectivement peut-être un petit peu calmer cette énergie-là et plus me dire, OK, je m'ancre, je ne me disperse pas, mais je vais agir. Le but du bâtisseur, c'est d'être dans l'action. On n'est pas obligé d'être dans la précipitation. Tu vois, c'est de pas confondre ça. Le bâtisseur, c'est quand il y a un truc qui ne va pas, il va vouloir se mettre en mouvement pour régler le bazar le plus rapidement possible. Le structurant, il va vouloir réfléchir à toutes les solutions possibles et imaginables. Comme première réaction, hein, je parle, parce qu'on va tous passer à un moment donné à l'action. Mais comme toute première réaction, le bâtisseur, il ne réfléchit pas, il passe à l'action. Peu importe ce qu'il fait, il fait un truc. L'artisan de la paix, sa première réaction, c'est qui je vais appeler ou qui je vais aller voir. Et le passeur, c'est attends, je me pose, je respire. Je caricature un peu, hein, mais
C'est plus comme ça. Et le trop, ben, de nouveau, c'est est-ce que je suis pas de garder en tête qu'on a quand même toujours ces idées de chakras et qu'ils doivent être harmonisés. Et je peux pas être que dans du bâtisseur. Celui qui est que dans du bâtisseur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il se rend bien compte à un moment donné que dans le quotidien, il y a des trucs qui coincent. Et donc, il doit pouvoir apprendre à se connecter aux autres énergies sans être que dans l'énergie du bâtisseur. Donc, le trop dont tu parles, pour moi, c'est souvent, il n'est pas connecté à l'énergie des autres. Quand il est en Ok, interaction, je merci. parle. Hein. Super intéressant, merci beaucoup. Une bonne nuit, Nathalie. Merci à toi d'avoir été présente. Il y a l'autre Nathalie qui s'en va. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Après, si vous en avez plus maintenant, vous avez des questions, moi pour chacun d'entre vous, je propose toujours, enfin pour chacun d'entre vous, n'importe qui veut qui va en savoir plus sur les familles d'âmes, je propose toujours évidemment une demi-heure gratuite par téléphone. Où on peut voir un petit peu quelles sont les questions et les problématiques que vous rencontrez avec ça, et pour voir un petit peu ensuite, tiens, est-ce qu'on peut déjà débloquer un truc et est-ce qu'il est nécessaire par rapport à votre demande d'aller plus loin, que ce soit, tu vois, Nathalie, comme tu me disais, je voudrais pouvoir aussi utiliser ça dans ma pratique, pouvoir identifier les autres, ou que ce soit certains qui ne sont pas sûrs de leur famille d'âme et d'autres qui savent leur famille d'âme, mais je ne suis pas sûre que j'utilise tout le temps la bonne énergie au bon moment, j'ai des situations problématiques. Est-ce qu'on peut décortiquer pour voir comment je fais? Donc ça, ce sera avec grand plaisir. Merci Séverine. Voilà, on va clôturer ici. C'est super hein, que tu puisses apporter tous ces éléments de réponse. Je pense qu'il y aura encore d'autres questions par la suite. On n'a jamais fini avec les familles d'âmes. C'est un beau sujet qui est vaste et dans lequel on peut vraiment se plonger. C'est assez passionnant comme modèle, je trouve personnellement. Et donc, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler lors de nos prochains événements. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Ceux qui sont là le 6 avril, qui n'ont pas encore pris leur place, ben, peut-être copier-coller les liens que j'ai mis ici dans le chat, dans votre navigateur, parce qu'on va couper le Zoom. Donc voilà, il reste quelques places en fait. On limite quand même le nombre de personnes. Donc si des personnes ont quelque chose de prévu ou qui hésitent pour ce jour-là, qui savent pas trop, ben ne traînez pas. Prenez votre place rapidement et j'espère qu'on pourra se voir ce jour-là avec Lenka et Séverine et Alessandro. Ça va être une super belle journée. Je vous souhaite une belle soirée à tous et on se retrouve prochainement. À très bientôt. Merci, belle soirée. Au Ciao, revoir. ciao. Yes.